Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est là pour le troisième épisode du balado, donc le Liado, où est-ce qu'on va traiter de toutes sortes de sujets, mais essentiellement qui concernent la littérature et l'intelligence artificielle. On a déjà fait un premier épisode avec Matane Dessart sur justement l'industrie de l'IA, puis un second épisode sur toute l'industrie de la voiture électrique et des bornes de rechargement. Et aujourd'hui, on est là, Lénie et moi, donc, pour animer cette rencontre avec notre invité Maximilien Godbout sur le sujet de la conscience et donc toutes sortes de questions qui lui concernent. Et ça pourrait bien nous faire un point de départ pour un épisode suivant sur le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, Maximilien, je te souhaite un peu te présenter, nous dire quelques mots sur ton parcours, sur ce que tu fais présentement dans ta vie. Bonjour Nazim, bonjour Lenny. Merci de me recevoir en ce premier balado en ce qui me concerne. Voilà, moi j'ai fait mon baccalauréat à l'Université McGill en sciences cognitives. C'est un programme très interdisciplinaire, donc j'ai touché à plusieurs domaines, incluant la neuroscience, la psychologie, la philosophie, un peu l'informatique, la linguistique et un peu d'anthropologie. Et vraiment, ça, c'est à l'image de mon parcours. Donc, tout au long de mon parcours académique, j'ai vraiment suivi une trajectoire interdisciplinaire. J'ai toujours été intéressé par plusieurs angles d'approche. Euh, voilà, au bac, j'ai travaillé entre autres avec le professeur Samuel Vessière sur un projet de recherche à la fin de mon bac, qui était un projet sur les biais cognitifs. Donc, je me suis beaucoup intéressé à nos biais cognitifs et ce qui menait parfois à des erreurs de jugement euh, dans nos réflexions, dans nos raisonnements, et en quoi finalement ces erreurs de jugement-là étaient dues à un peu, comment dire, voilà, nos réactions automatiques, des fois comment notre raisonnement est porté à être influencé par nos émotions. Et maintenant, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Nazim. Je suis à la maîtrise en philosophie à l'UQAM et bon, j'ai passé de sciences cognitives à maîtrise en philosophie, mais il faut dire qu'à McGill, je faisais aussi le mineur en philosophie, donc j'avais déjà un intérêt pour la philosophie. Maintenant, à la maîtrise, c'est un peu l'inverse. Donc, je fais une maîtrise avec une concentration en sciences cognitives. Et présentement, j'ai terminé mes cours et je me consacre ce semestre à l'écriture de mon mémoire sous la supervision des professeurs Pierre Poirier et Luc Fauché. Donc, ça, voilà, je peux en dire un peu plus là, aujourd'hui. Donc, on va vous parler de la conscience. J'ai bien hâte de voir vos questions. Moi, j'ai un intérêt spécifique pour un philosophe en particulier qui est Daniel Dennett, qui nous a quittés Mhm. en avril dernier, en avril 2024. Donc, OK. c'est sur ça que c'est vraiment la perspective de la conscience selon cet auteur-là qui m'intéresse particulièrement. Bien, justement, avant qu'on enchaîne avec les questions suivantes, pourrais-tu un peu plus nous en dire sur ton mémoire de maîtrise? Comment est-ce que toi tu l'abordes? C'est quoi un peu ta thèse derrière? Mhm. Ben, alors, comme mes professeurs me l'ont répété, tu sais, à la maîtrise, c'est pas le but de la maîtrise, c'est pas d'innover ou de découvrir quelque chose de nouveau. C'est surtout de bien poser un problème, bien maîtriser la littérature autour de ce problème-là. Donc, pour ce qui en est de mon mémoire, vraiment, ça sera de parler des problèmes et des difficultés autour de notre compréhension de ce que c'est que la conscience et comment ça fonctionne. Donc, et plus spécifiquement, selon Daniel Dennett, mais évidemment, il y a une longue histoire de réflexion sur l'esprit et la conscience qui, qui ont, depuis le début de la philosophie, mais spécifiquement, il y a un point de départ qui est assez marquant pour les sciences cognitives. C'est le des points de départ que Descartes a établi avec son fameux dualisme entre l'esprit et le corps. Donc ça, déjà, c'est un bon point de départ. On va y revenir tantôt. Euh, Moi, pour ce qui est de Daniel Dennett spécifiquement, lui, c'est un matérialiste, un naturaliste euh, qui suit la tradition naturaliste.
Et lui adopte une position sur la conscience qui est physique ou biologique. Donc, c'est-à-dire que la conscience dépend entièrement de notre cerveau et de notre corps et qu'il n'y a rien de plus qu'une explication là, physique qui nous attend au bout de notre raisonnement sur la conscience. D'accord, effectivement. Puis Daniel Dennett, pour ajouter un peu, donc philosophe américain, et donc qui est décédé d'ailleurs cette année, le 19 avril 2024. Donc c'est vraiment des sujets qui sont fascinants par ses travaux que je peux avoir, qu'il a fait ouais, à l'université d'Harvard et puis à l'université d'Oxford également. Alors, Oui, tout à fait. Maximilien, je te remercie beaucoup. Puis c'est vraiment un parcours brillant que tu nous as partagé parmi nous. C'est vraiment un parcours inspirant. On va enchaîner avec la première question qu'on aurait pour toi. Qu'est-ce que la conscience finalement? Alors, on sait que ça peut être une question très large, mais qu'est-ce que la conscience? Alors, c'est un bon point de départ. Puis justement, mon mémoire, là, ça aurait pu être juste cette question-là. Qu'est-ce que la conscience? D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de la conscience? Donc, je vais essayer de le faire simplement pour que tout le monde, pour que ça vienne chercher un peu notre expérience au quotidien. Donc, c'est quelque chose avec lequel on est très familier, la conscience, parce qu'on peut dire, grosso modo, que ce que c'est notre expérience du monde. Alors, c'est ce qui est notre expérience du monde, à la fois des choses qui sont à l'extérieur de nous, le monde qu'on perçoit, mais aussi ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, l'expérience de nos sensations, de nos émotions, nos réflexions, notre train de pensée, notre imagination. Euh, on peut dire l'aspect, ce qu'on ressent quand on a ce genre de réflexion, quand on a des sensations, quand on a des émotions, ce qu'on ressent aussi quand on perçoit des choses à l'extérieur de nous, quand on a une expérience d'un ciel bleu, quand on a l'expérience de la chaleur du soleil ou de la voix d'un ami. Donc vraiment, la conscience, c'est central à nos vies. On est en immersion constante dans notre expérience du monde, dans notre conscience. Mais bien que ce soit si familier, il y a aussi quand même une difficulté à comprendre c'est quoi la conscience et comment ça fonctionne. Mhm. Donc, ça, c'est donc grosso modo, voilà, nos sensations, nos émotions, nos réflexions, puis aussi ce qui est à l'extérieur de nous, nos perceptions du monde, Exactement, oui. tout ce qui passe à travers nos cinq sens. Et quand tu dis qu'il y a une certaine difficulté, est-ce que tu veux dire par là que c'est un peu comme une chose qui serait intrinsèque au monde, à notre expérience du monde, dans le sens qu'on ne peut pas s'en détacher? C'est pas comme un chandail qu'on peut retirer ou mettre ou des lunettes qu'on peut retirer ou mettre pour voir la différence, dans la mesure où est-ce que il faut vivre la conscience, l'expérience d'être conscient pour comprendre qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vrai qu'on peut pas s'en détacher. C'est, c'est une partie essentielle de nos vies et je veux dire, quand on regarde, par exemple, ceux qui ont un certain déclin cognitif, qui vont souffrir de maladies dégénératives comme l'Alzheimer, on peut voir, à force de les côtoyer, une certaine dégradation de leur conscience, des choses et du monde. Mais pour le sujet qui a cette expérience-là, c'est plus difficile de se rendre compte qu'on devient moins en moins conscient. Bien que on le voit au début, dans les stades précoces de l'Alzheimer, on se rend compte on oublie, on n'est plus conscient de certaines choses, mais éventuellement, ouais, ça c'est en fait peut-être que je suis allé sur une tangente, j'ai dévié un peu, mais euh, mais voilà, c'est un problème, c'est compliqué dans la mesure où il y a rien de il y a rien de comparable à notre expérience du monde. Euh, voilà. Non, mais c'est une belle porte que tu as ouverte. J'aime bien la digression sur laquelle tu es parti parce que la conscience revient aussi à la question, je pense, du temps. Et quelqu'un qui n'a pas de mémoire ou de souvenir, peut-on dire que cette personne-là est consciente? Prenons le cas d'un bébé. Est-ce qu'il a des expériences du monde? Je pense que c'est pas mal certain que oui. Mais le fait qu'il n'a pas le même rapport au temps, le même rapport à la perception,
je pense qu'il faut passer un certain nombre de jours, de semaines ou de mois après la naissance pour que enfin la vue s'active dans notre cortex cérébral. Enfin, tu vois, il y a certaines facultés neuronales, probablement tu t'y connais mieux que moi là-dedans, Maximilien, où est-ce que ça prend un certain temps, par exemple, pour un nouveau-né, pour que ça puisse s'activer. Et de la même manière pour l'Alzheimer, quelqu'un qui perd la mémoire, pouvons-nous dire que cette personne est encore consciente quand on n'a plus ce rapport au temps? Mhm. 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 Et c'est de très bonnes distinctions et ça me permet aussi d'ajouter quelque chose à ce qu'on disait à ce que ce que c'est que la conscience. Mais il y a quelque chose dans le sens commun qu'on a de la conscience qui est très juste. Quand on dit à son enfant, tu verras un jour, tu comprendras ces aspects-là de la vie, tu verras. Et donc ça, c'est très vrai qu'au fur et à mesure du développement, en grandissant, oui, sur le plan littéralement du développement du cerveau, il y a des choses qui deviennent, excusez pour l'anglicisme, qui deviennent online, comme tu dis, la vision, mais après ça, le langage et d'autres choses. Donc, oui, on acquiert de la conscience dans ce sens-là, mais en plus aussi, à force d'apprendre, d'apprendre, d'être exposé à toutes sortes de connaissances, d'avoir toutes sortes de nouvelles expériences. Mais c'est vrai aussi en ce sens-là qu'on devient de plus en plus conscient. Et puis plus tard dans la vie, quand on a un déclin de notre santé, il y a une dégradation du tissu nerveux dans notre cerveau et il y a des choses dont on n'est plus conscient. Il y a des choses, il y a du savoir qu'on oublie. Et en ce sens-là, on perd de la conscience. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, on voit comment la conscience, c'est en degrés. C'est graduel, ce n'est pas une chose qui est allumée ou éteinte. C'est c'est quelque chose qui a des degrés qu'on peut avoir plus ou qu'on peut avoir moins en fonction de nos vies, en fonction de notre cerveau, de nos expériences. Donc, ouais. Et là, justement, j'avais comme point de réflexion, avant de passer à la prochaine question, ça serait justement une bonne manière d'introduire la question suivante. On sent que dans ton discours, tu as une certaine approche matérialiste, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et justement, je voulais savoir, avant que l'on vienne dans ce point de bifurcation, parce que nos éditeurs le comprendront, on va rentrer dans une explication, puis un certain raisonnement, une certaine réflexion matérialiste. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais ça savoir, toi, ton avis là-dessus, Lénie. Plus d'un point de vue spirituel, tu aurais quelque chose à dire au sujet de la conscience? Comment est-ce que toi, tu la qualifierais? Comment est-ce que toi, tu la caractériserais? C'est vrai que c'est une question très large puis que je me suis posée ces dernières années. Je te dirais que c'est, pour moi, de ma perspective, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, puisqu'il y aurait la possibilité d'avoir une conscience et de penser, d'être capable de penser sans avoir même cette connexion nous-mêmes avec notre cerveau. Par exemple, je crois plutôt, Maximilien, tu avais parlé, tu sais, à quel niveau, à quel point est-ce que la conscience commence réellement avec différentes régions du cerveau et différentes facultés du cerveau qui s'activent. Moi, pour moi, je crois que la conscience existe déjà même sans que l'on ait, euh, je dirais, ce point d'ancrage ou cette connexion qui est par rapport au cerveau, qui aurait plusieurs perspectives à la vie et de la manière dont l'expérience de vie peut être vécue. Et ça permettrait euh, finalement toujours d'apprendre, de comprendre notre monde le monde qui nous entoure finalement même si on n'aurait pas toutes les facultés, par exemple, du cerveau qui seraient actives et toutes les capacités de notre corps. Pour moi, je crois en une force qui est plus grande que nous-mêmes, qui dépasse notre perception qu'on peut avoir notamment avec nos cinq sens, euh, qui, qui peut être expliquée, mais qui, à notre échelle individuelle, est difficile à comprendre. Oui, On tout à entendrait fait. peut-être, excuse-moi. Oui, non, non, continue, continue, vas-y. Non, je disais, on entendrait peut-être dans des questions un peu plus profondes et philosophiques, notamment, c'est comment l'esprit conscient se structure et comment le subconscient et le supraconscient fonctionnent également, mais qu'il y a une, euh, une certaine force qui régit également nos vies et qui est toujours présente finalement, qui nous donne cette expérience, notamment humaine, que l'on peut avoir. C'est, euh, c'est, quand j'ai une expérience,
du monde, c'est-à-dire tout le temps. Et quand j'ai des expériences profondes, comme quand je ressens de l'amour ou quand je suis en émerveillement avec le monde, j'ai aussi, moi, la même intuition que toi, qu'il y a quelque chose qui transcende tout ça et qu'il y a comme une force qui nous habite. Et je ne la nie pas, mais Mhm, j'aimerais qu'on la comprendre, puis j'aimerais la comprendre d'un point de vue scientifique. Mais mhm, je pense on peut faire, il y a une bonne manière, bon parallèle à faire là-dessus. Puis, c'est par exemple sur la question de la vie. Donc, avant qu'on se pose la question de la conscience, on s'est longtemps posé la question de la vie et de qu'est-ce qui était la différence entre les choses inanimées, la matière brute, les roches, peut-être même voilà les roches, les atomes et la vie. Et certains ont stipulé justement qu'il devait y avoir quelque chose de spécial avec la vie, quelque chose comme une force qu'on a appelée l'élan vital. Oui, c'est ça. Et J'ai bien cette ça. force-là, ouais, donc cet élan vital-là qui met en mouvement, qui anime les corps inanimés. Et, euh, et donc, dans la chaîne explicative, on a besoin de stipuler l'existence d'une force comme l'élan vital. Et une force, c'est quelque chose de métaphysique. On entendait quelque chose de métaphysique, donc c'est pas quelque chose de physique, euh, c'est quelque chose qui nous transcende. Euh, mais aujourd'hui, et même si ça nous paraît incroyable ou encore, et oui, c'est encore un peu des spéculations, mais on a une bonne théorie du début de la vie et de comment est-ce qu'on est passé encore graduellement, donc par degré, de l'inanimé à des espèces vivantes. Et là, je peux le faire grosso modo, cette chronologie, là, si vous voulez, mais ça commence dans les océans, avec les premiers réplicateurs qui se forment dans les sources d'énergie thermique très fortes. On a un premier réplicateur, et une fois qu'on a un premier réplicateur, on a le processus darwinien, la sélection naturelle, et progressivement, par réplication, on arrive à des modèles de plus en plus raffinés et des modèles qui contiennent de plus en plus ce qu'on associe à la vie, les qualités qu'on associe à la vie. Mais initialement, ces premiers réplicateurs, même avant qu'elles soient des cellules, c'était quoi? C'était tout près d'être une roche, c'était tout près Mm. d'être, il n'y avait pas de magie là-dedans, il n'y avait rien de spécial. Et par incrément graduel, on est arrivé à quelque chose de très spécial, l'humain, qui vient tout juste d'évoluer. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on doit prendre le problème de la conscience aussi. C'est sûr qu'a priori, c'est tentant de dire il y a une force qui nous transcende, qui est, qui explique la conscience. Mais si on prend l'exemple, le parallèle avec la vie, moi, je crois que la science, et on n'est pas là encore, sera par incrément graduel capable de décortiquer le problème et finalement, on va arriver à une explication de la conscience comme cette chose-là très riche pour nous. Mais ça sera pas une explication qui, dès le départ, est riche. On va partir on va partir d'un modèle très appauvri qui est pas très conscient, qui est pas presque pas conscient et par incrément graduel, on va arriver à quelque chose de plus en plus conscient. Donc, Oui, qu'est-ce que tu ben, penses de ça, Lenny mhm. ou Nazim? oui, ben, j'allais juste commenter une chose là-dessus. La question, le dualisme, et là, ça va nous emmener aussi sur la question suivante, entre les pas les protagonistes, mais les supporters de la vision matérialiste et de la vision idéaliste ou plus Idéaliste. spirituelle. Euh, le problème original vient du fait de vouloir donner une explication au monde. Je me rappelle dans mes cours de géographie, on nous expliquait que la culture la plus ancienne que partage toute l'humanité, c'est la sépulture, c'est les funérailles, c'est le fait d'enterrer nos morts. Et ça, on retrouve des traces un peu partout dans toutes les civilisations. Pourquoi? Parce que l'homme, ben, confronté à la mort, il ne pouvait pas supporter l'odeur comme ça du cadavre, puis surtout quand c'est un être cher. Donc, on avait ce rapport déjà avec une certaine spiritualité du vouloir, de vouloir comme ça enterrer nos morts. Et je pense que depuis le jour 1,
si on peut parler de jour 1, l'homme a voulu donner une explication aux choses. Et c'est un peu là aussi le point de départ, je pense, de la philosophie. Ça remonte pas à Aristote, ça remonte à bien avant Socrate, bien avant Aristote, où est-ce que l'homme voulait donner une explication du monde. Bon, il y a eu toutes sortes d'échanges et de luttes qui se sont faites philosophiques autour de cette question. Au départ, on était beaucoup plus dans des récits, dans des mythes, parce que la tradition était d'abord avant tout orale, d'une génération à l'autre, sur comment expliquer notre société, notre prophète, notre guide, notre dirigeant, notre système politique, législatif, etc. Et au fur et à mesure que le temps a avancé, qu'on a développé nos savoirs, nos technologies, la science et surtout derrière l'empirisme a pris le pas et eh bien, ça a soutenu la thèse matérialiste. Parce qu'au final, ce qui pouvait faire un sens social et réunir un maximum d'individus, c'était le fait que l'on avait un point de référence épistémologique, un plan de vérité commun. Là où l'idéalisme autrefois était on va dire, notre seule manière de comprendre le monde et se donner une explication de pourquoi est-ce qu'il pleut, pourquoi est-ce qu'il y a une sécheresse ou une catastrophe naturelle, et qu'on renvoie ça vers des explications, on va dire, moins empiristes, qui reposent plus sur le récit, sur le mythe. Là, on a pris une tangente plus qui se rapproche euh, de l'empirisme et donc de l'expérience scientifique. Et donc là, c'est à partir de là, je pense que le matérialisme, vers le coin de Copernic, Galilée, donc 15e, 16e siècle, c'est là que ça a pris le pas. Je ne sais pas si tu partages la même lecture historique que moi, Maximilien, là, sur l'évolution de la philosophie des sociétés, mais je pense que c'est là le point originel du problème. Je, je la partage avec toi, puis je crois que tu as eu ce cours-là sur Auguste Comte, des Oui, stades de la connaissance. Et si je me souviens tout à bien, fait. il y a le premier stade théologique où on tente d'expliquer les phénomènes naturels et sociaux par des causes surnaturelles ou divines. Puis ensuite, le stade métaphysique où on se déplace d'explications en termes de causes surnaturelles vers des concepts abstraits, des principes philosophiques. Puis le stade positif ou scientifique où là, les phénomènes, on tente de les expliquer par l'observation empirique et l'expérimentation. Mais ce qu'il faut comprendre de cette progression entre les trois stades, c'est que chacune fournit un pouvoir prédictif, un pouvoir explicatif. Il ne faut pas nécessairement les voir comme comme hiérarchiquement, comme s'il y avait il y a un meilleur stade qu'un autre, mais il faut comprendre que chaque stade a un certain pouvoir explicatif et donc a une certaine valeur en soi. C'est sûr qu'aujourd'hui, oui, là, c'est euh, le stade positif ou les explications empiriques qui sont les plus, qui sont la référence. Mais on adopte souvent dans la vie de tous les jours des réflexions théologiques, une attitude comme ça explicative théologique, et ça nous permet quand même de prédire certains phénomènes dans l'environnement. Donc, c'est toute une question de le raisonnement que tu prends, quel pouvoir prédictif te donne-t-il sur les phénomènes dans l'environnement? Et même si un certain raisonnement correspond pas exactement à la vraie réalité ou la réalité objective du monde, si ce raisonnement-là te donne quand même un pouvoir prédictif, ben, il est valable. Et donc, euh, donc voilà, c'est pas besoin que le raisonnement corresponde au monde exactement pour qu'il soit valable. Un raisonnement peut dévier un peu de la vraie réalité objective, mais toujours avoir ce pouvoir prédictif qui te permet de prendre des décisions et de résoudre certaines choses. Tout à fait, Et tu sais, oui, vas-y, Léni, vas-y, c'est, excuse-moi. c'est comme d'avoir une certaine nuance dans la perspective, mais qu'on retrouve un peu aussi dans les lois de la nature, que c'est pas toujours tout blanc ou noir. Il y a comme des zones de gris où ça s'enchevêtre un petit peu. Je vais te redonner la parole un petit peu, Nazim, puis après, je pense qu'on pourra passer justement avec cette idée de matérialisme et de notre monde à la question suivante. Mhm.
Oui, j'allais juste commenter. Tu sais à quel autre cours ça me fait penser en philo? Bon, à l'époque, on se connaissait pas parce que toi et moi, je pense qu'on s'est rencontrés justement au niveau de la maîtrise avec le cours d'Auguste Comte et l'autre cours sur l'inactivisme, philosophie des neurosciences. Et puis, j'allais te dire, de mémoire, dans mes cours de baccalauréat, on avait un cours sur la philosophie politique où est-ce que justement, notre enseignante nous expliquait que toute l'histoire moderne et surtout des temps modernes, avec John Locke, euh, Thomas Hobbes et d'autres, euh, les différents penseurs de la philosophie politique, leur problème initial, même avec Machiavel, remonte au fait de comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'assurer une paix sociale dans la cité. Bon, à l'époque, on ne parlait pas encore d'État ou de nation parce que la notion n'existait pas encore. Elle était plutôt floue. Les groupes linguistiques, culturels étaient éparpillés. Enfin, c'est pas la même structure qu'aujourd'hui, telle qu'on le conçoit aujourd'hui. Mais justement, la question que moi souvent je me suis dit, c'est est-ce que derrière ça, il n'y avait pas aussi une lutte politique? Qu'en fait, à chaque discours, à chaque peuple, il y a une certaine civilisation, il y a une certaine culture, il y a donc un certain rapport à la transcendance et à l'immanence. Donc, vis-à-vis des choses abstraites euh, et intangibles, et vis-à-vis des choses d'ici-bas, des choses matérielles, des choses tangibles et physiques qu'on peut voir, et que derrière ça, eh bien, l'objectif n'était pas justement que se donner un discours commun, de telle sorte qu'on ait un rapport à la vérité commun et que on puisse asseoir un pouvoir politique suffisamment fort, suffisamment autoritaire pour qu'il n'y ait plus de conflit ou que du moins on soit capable d'homogénéiser l'empire. Et là, ça nous renvoie, tu vois, toutes les questions sur l'empire romain. Euh, à l'origine, moi, il y avait des divinités grecques, ils étaient polythéistes. Il y en a eu également chez les Romains un certain polythéisme. Et bon, on associait les différents facteurs de la personnalité humaine comme la force, l'amour, la guerre, la combativité à différentes divinités, à différentes planètes ou à différents noms divins. Et puis, au fur et à mesure que l'histoire évolue, et ça justement, c'était Harari qui expliquait ça, je pense, dans l'un de ses ouvrages, on est venu à une concentration des pouvoirs, mais des facteurs de puissance chez un seul et même être divin. Et là, on voit la figure christianique, Dieu qui incarnerait tout cela en même temps. À la fois l'amour, la guerre, la haine, le pardon, etc. Et qui a permis une certaine homogénéité aussi dans l'Empire romain. Et on remarque aujourd'hui que le même problème du rapport au récit, euh, vis-à-vis de la réalité se pose. Aujourd'hui, comment est-ce que dans l'Empire américain, comment est-ce qu'aujourd'hui, vis-à-vis des élections américaines, on est capable d'avoir un discours sur lequel on s'appuie sur les mêmes faits? Bon, là, je suis passé quand même dans une digression assez, assez poussée, mais c'était juste pour faire un petit commentaire, voilà, donc sur ce qu'on disait par rapport à la conscience. Donc, je ne sais pas si tu voulais commenter là-dessus, Maximilien, sinon on pourrait simplement passer à la question suivante. Ben, je pense que dans ce cas-ci, on pourrait passer à la question suivante, effectivement. Est-ce que, bah, tu as mentionné, Maximilien, Daniel Dennett, donc qui était un philosophe. Est-ce que Daniel Dennett est un matérialiste ou bien un idéaliste? Alors, m'entendez-vous bien, messieurs, parce que ma connexion a été instable pendant un moment. Oui, il n'y a pas de Oui, problème. oui, maintenant t'entends Parfait. bien. OK, merci. Ah oui, alors, Dennett, c'est un matérialiste, c'est un naturaliste et donc Tu en pour lui, profiteras, tu en profiteras ouais, aussi, Maximilien, pour ouais, présenter aussi les deux grandes positions de la philosophie, hein. Entre idéalisme et matérialisme, peut-être que c'est pas si évident pour certaines parties de notre auditoire. Oui, tu en profiteras aussi pour présenter les deux grandes positions de la philosophie. oui, parfait. Ben alors, déjà, on peut faire une distinction entre deux types d'idéalisme. Donc, il y a l'idéalisme ontologique. Juste pour ceux qui s'y connaissent moins, quand on parle d'ontologie, on parle de l'existence des choses. Donc, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est réel, euh, et un idéalisme épistémologique. Donc, épistémologie, ici, on s'intéresse plutôt à qu'est-ce qu'on peut savoir, ce à quoi on a accès en tant qu'humain. Donc, voilà, faut distinguer. L'idéalisme ontologique, donc c'est l'idée selon laquelle la réalité est essentiellement produite par notre esprit. Donc, ce qui est réel, c'est essentiellement notre esprit, nos idées, nos réflexions sur le monde et
un matérialisme ontologique, ce serait de dire que ce qui est réel, essentiellement, la réalité objective, ce qui est réel, c'est la matière, c'est le monde physique. Donc, d'une part, l'idéalisme dit que la réalité, c'est notre esprit, ce que notre esprit produit, et d'autre part, le matérialisme dit que la réalité est constituée par la matière et par le monde physique. Mais je pense que ce qui nous intéresse davantage, c'est la distinction entre l'idéalisme épistémologique et le matérialisme épistémologique. Donc, la question de ce à quoi on a accès comme connaissance, comme savoir. Donc, l'idéalisme épistémologique, ce serait l'idée selon laquelle vraiment on n'a pas vraiment accès à la réalité objective des choses. On n'a pas vraiment accès à ce à quoi a vraiment l'air le monde, ce dont a l'air le monde. On a plutôt accès à une forme de réalité subjective. Ce qu'on observe, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est constamment teinté par notre subjectivité, c'est constamment teinté de nos sensations, de nos émotions et de notre humanité. Donc, c'est comme si finalement on projetait une partie de nous-mêmes dans le monde, on projette nos idées, on projette nos réflexions, et voilà ce à quoi on a vraiment accès. C'est une réalité qui est constituée par nous, que l'on produit. Versus un matérialisme épistémologique ou un réalisme, ce serait plutôt l'idée que, qu'on a accès ou qu'il existe réellement un monde physique euh, indépendant de notre esprit et qu'on a accès à ce monde physique-là. Euh, voilà. Donc ça, ce serait grosso modo la différence. Mais Nazim, permets-toi de me corriger là, Mhm. si on n'était pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Non, non, je pense que tu l'as bien résumé. Puis, écoute, tu as apporté les bonnes nuances de gris. Donc, tu pourras en même temps enchaîner avec la question que tu avais posée à Lenny concernant Daniel Dennett. Euh, Comment est-ce que toi, tu le positionnerais par rapport à cette dichotomie, à cette opposition entre matérialisme et idéalisme? Ben, c'est c'est pas c'est la position de Dennett là. C'est souvent c'est ça qui est difficile avec cet auteur-là, mais c'est très philosophique, c'est que souvent, c'est un hybride. Ces réponses vont souvent être l'hybride de deux choses. Donc, c'est sûr que pour Dennett, notre expérience du monde, ben, elle est constituée par notre esprit. C'est-à-dire que, ou par notre cerveau plutôt. Donc, ce qu'on perçoit, ce qu'on voit dans le monde, c'est aussi le produit de ce qu'on projette dans l'environnement. Mais pour lui, ça, c'est pas incompatible avec l'idée selon laquelle il existe une telle chose qu'une réalité objective. Et donc, voilà, c'est une forme de compatibilisme entre les deux, de dire que, en fait, on a une perception du monde qui est influencée par la structure de notre cerveau, mais évidemment, la structure de notre cerveau, elle nous induit pas en erreur, elle nous donne quand même accès à une réalité parce que, je veux dire, si on percevait pas correctement, par exemple, notre espace, la spatialité du monde, ben, on pourrait pas se déplacer dans l'espace, on foncerait dans les murs, on tomberait dans les trous. Donc, quand même, dans notre représentation du monde qui est notre représentation du monde subjective qui est en fonction de la structure de notre cerveau. C'est une représentation qui demeure fidèle à la réalité objective des choses, sans quoi on ne pourrait pas naviguer de manière appropriée dans notre environnement. Donc, voilà, notre cerveau, notre conscience nous donne un accès au monde et c'est pas tout à fait juste de se demander est-ce que c'est le vrai monde auquel on a accès ou est-ce que c'est le monde que je crée? C'est les deux. C'est le monde qu'on crée, mais qui est fidèle à la réalité des choses, la réalité physique du monde. Ouais, Oui, puis voilà. ça me fait penser aussi à la réflexion de Spinoza. J'aimais beaucoup sa pensée justement dans le rapport entre idéalisme et matérialisme. Lui, la manière qu'il voyait la chose, c'est qu'il faut pas voir le monde comme étant une chose ou bien l'autre, mais comme étant l'idée.
d'une action que je fais et l'action que je fais, par exemple, d'ouvrir une porte, euh, il n'y en a pas un qui vient par-dessus l'autre ou en hiérarchie plus important que l'autre. C'est que ce sont les deux côtés d'une même médaille. Et il faut un peu les voir comme deux manières d'aborder la réalité. On peut aborder la réalité comme étant une succession d'idées, donc une expérience uniquement immatérielle, ou on peut aborder les choses uniquement comme une existence matérielle. Mais d'essayer d'hiérarchiser l'un ou l'autre serait un non-sens du point de vue de Spinoza. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu te situes là-dessus, Maximilien, bien même Lenny, peut-être aussi, tu voudrais peut-être te prononcer là-dessus. Est-ce que pour toi, une existence corporelle est en quelque sorte une expérience inférieure par rapport à l'expérience de la conscience, et que l'expérience de la conscience est plus grande que l'expérience corporelle? Bah, Ben, vas-y, ah, Lenny, toi. Ouais, vas-y. je te remercie. Bah, pour moi, oui. La conscience, l'expérience corporelle qu'on vient est beaucoup plus limitante que la conscience en elle-même. C'est à travers différentes réflexions, à travers différentes expériences aussi, où pour moi, mes croyances, effectivement, c'est on vient avec beaucoup plus de... On a une expérience avec beaucoup plus de limitations par rapport à ce qu'on est capable de vivre, de faire et d'expérimenter. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, C'est Maximilien. c'est pour ça que la question qu'est-ce que la conscience est tellement centrale, parce que ça, c'est un peu en fonction de la définition qu'on lui donne, mais l'expérience corporelle versus l'expérience de l'esprit, quand on part de cet a priori, quand on part de cette prémisse, c'est comme si on disait que finalement, ce que c'est que la conscience, c'est nos facultés d'ordre supérieur, notre cognition, notre imagination, nos réflexions, notre capacité au raisonnement logique, et tout ça. Et que l'expérience corporelle, ce n'est pas exactement ce dont on parle quand on parle de conscience. Euh, donc, mais moi, j'aurais tendance à dire que l'expérience corporelle, donc ce que notre corps fait, ce qu'on ressent, euh, c'est ça, à des degrés d'ordre plus simple, les sensations, tout ça, ça fait partie de notre conscience aussi. Et c'est là où on voit encore que la conscience, c'est vraiment des degrés. Donc, on est conscient de la douleur, on est conscient de notre corps dans l'espace, euh, on est conscient de notre mouvement par la proprioception, mais on est aussi conscient de la philosophie et on a des réflexions profondes sur notre existence. Mais tout ça, voilà, la question, c'est qu'est-ce qui produit ces expériences-là ou comment ça marche, tout ça, comment ça fonctionne. Je, je pense que ça serait intéressant peut-être d'aller voir un peu Descartes. Qu'est-ce que tu en penses, Nazim? Juste de peut-être parler du dualisme de Descartes. Oui, ben justement, tu me voles les mots de la bouche. J'allais te dire peut-être que toi, et tu me diras si je me trompe, hein, je ne veux pas parler à ta place, peut-être que tu te situes plus comme un monisme, un moniste, dans le sens que tu ne vois pas les choses comme étant corps et esprit, mais comme étant un seul et même plan de réalité, et que parler de conscience, parler de matérialité, ce n'est qu'un excès de langage, dans le sens que nous, on veut essayer de faire la distinction entre les deux, mais qu'au final, exister, c'est exister, point, que ce soit à travers nos pensées, que ce soit à travers notre corps, l'un n'est pas détaché de l'autre. Parce que même à travers notre pensée, et là peut-être tu me rejoindras là-dessus, justement Maximilien, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça se reflète dans le monde tangible. Il faut qu'il y ait une activité neuronale pour qu'on puisse penser. Sans activité neuronale, il n'y a pas de pensée. C'est, oui, tout à fait. Je, je partage aussi, comme vous tous, je crois, le sentiment ou l'impression qu'il y a quelque chose de différent avec notre expérience du monde. Mais je suis aussi fortement un naturaliste. Donc, je veux expliquer tout en termes d'atomes d'atomes et d'interactions physiques. Parce que c'est, comme tu as dit tantôt, ce qui permet de créer un système cohérent, un système d'idées cohérent. C'est comme des axiomes qui permettent d'ancrer le savoir. Et donc, j'ai ce souci-là quand même que tout se tienne, que si on peut expliquer 99,9% des choses par des atomes, pourquoi est-ce on devrait y exclure la conscience? On pensait à un moment donné que la vie, on devait l'exclure, on pourrait pas l'expliquer de manière physique. Mais là, aujourd'hui, on a de très bonnes explications.
Donc là, c'est le même réflexe philosophique pour la conscience que j'ai. Et, mais je ne dis pas avoir la réponse. Ça, j'ai encore, je suis encore hanté par cette stupéfaction face à ma propre expérience consciente qui parfois me rend spirituel, comme toi, Lénie. Mais je pense que pour essayer de ramener notre auditeur là, à quelque chose de plus concret, ça vaut la peine d'aller voir Descartes Mhm. et de juste rappeler son dualisme. Donc, Descartes propose que le corps et l'esprit sont deux substances distinctes. La substance, tu dis qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il parle de substance? Et c'est Ouais. encore ça comme une terminologie qu'on utilise là, quand on fait de l'ontologie, quand on veut parler de quel genre de choses existent réellement. Donc, on peut remplir ça par entité, mettons. Donc, le corps et l'esprit sont deux entités distinctes. Et l'une, l'esprit, est une entité immatérielle et indivisible pour Descartes, alors que le corps est une entité matérielle et divisible à l'infini, ou du moins jusqu'au niveau des atomes, au niveau des particules subatomiques, mettons. Et Descartes qui arrive à cette conclusion-là, parce que quand il opère son doute radical et il veut ancrer une chose, une certitude, parce qu'il se rend compte que finalement, qu'il pourrait être trompé, que ses sens le trompent, euh, que finalement son existence ne tient pas à grand-chose. Il veut ancrer une certitude sur laquelle il va pouvoir baser toute la connaissance. Et donc, dans son doute radical, euh, il est capable de douter même du fait qu'il a un corps et qu'il ressent que des sensations. Mais il y a une chose dont il n'est pas capable de douter, il n'est pas capable de douter du fait qu'il a un esprit, qui réfléchit. Il ne peut pas douter du fait qu'il est en train de douter. Donc, c'est ce qui lui fait dire que, voilà, ce sont deux choses distinctes. Comme il a une idée qu'on peut douter, qu'on ne peut absolument pas douter de l'esprit, mais qu'on peut douter de l'existence de notre corps, il va dire, voilà pourquoi ces deux choses-là sont distinctes. Je suis capable de les concevoir de manière distincte, donc ça doit être deux choses différentes. Et c'est là où il en vient à dire que l'esprit, ce qui lui permet de douter, c'est cette chose immatérielle et indivisible, et le corps, c'est cette chose divisible à l'infini et matérielle. Mais là se pose un problème. Et Descartes, il admet que d'une certaine manière, notre esprit doit communiquer avec notre corps, parce qu'on est capable de bouger nos membres, parce qu'on est capable d'envoyer, d'avoir des intentions de bouger notre bras. Donc, il faut bien que l'esprit communique avec notre corps. Mais comment est-ce qu'une chose immatérielle peut influencer, peut contrôler un corps matériel? Comment est-ce qu'il rentre en contact? Comment est-ce qu'il communique? Comment est-ce que quelque chose d'immatériel fait bouger un corps matériel? Et ça, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème et lui, il fait une analogie de son époque avec des poulies et des engrenages et qu'il y a quelque chose dans une partie du cerveau qui est en plein centre du cerveau, la glande pinéale, qui établit le lien entre notre âme, entre notre esprit et notre corps, et que d'une certaine manière, là, il y aurait la capacité, l'esprit serait capable de faire bouger notre corps à travers la glande pinéale. Mais c'est encore, il y a pas, c'est pas une explication, c'était juste une idée, mais c'était pas une explication. Et, mais il y a une solution à ce problème-là, c'est de dire de rejeter cette distinction-là, de rejeter que ce sont deux substances distinctes, de rejeter qu'il y a quelque chose d'immatériel qui communique avec quelque chose de matériel, mais qu'on parle plutôt d'une seule et même chose. Donc, voilà, ça c'est le dualisme de Descartes, puis je vois ce problème-là de la communication entre la substance immatérielle et la substance matérielle qui pose quand même un sérieux problème d'un point de vue si on veut être cohérent, tu sais. Bah, ça tombe bien que tu amènes ce point justement avec Descartes, donc René Descartes qui s'était posé ces questions-là, et si la conscience euh, a besoin d'un point d'ancrage dans le corps humain pour pouvoir interagir avec lui, parce que ça nous amène à une question suivante. Est-ce que la conscience réside dans un lieu?
C'est exactement. Et pour Descartes, il, il a trouvé le lieu parfait, c'est-à-dire le point au centre du cerveau, le point central où là, tout convergerait, les quartiers généraux de la conscience. Mhm. Et a priori, ben, ça a du sens, cette idée-là. Tu te dis, il doit bien avoir un endroit dans le cerveau La glande pinéale, où... si je ne me La trompe pas, glande finale, oui. Maximilien. C'est ça, la glande pinéale, qu'est-ce que j'ai dit? Euh, C'est pas ce que... Je pense que tu n'avais pas mentionné, tu avais dit le lieu, mais c'est pour juste référer à la glande ouais, pinéale. c'est ça. C'est Voilà, ça, c'est la ça, glande pinéale. la fameuse glande pinéale. Et aujourd'hui, là, si on regarde, là, attends, fonction de la glande pinéale, parce que ça a été, maintenant, je pense qu'on sait c'est quoi. Donc là, je demande à mon chat GPT qui est très utile, ou si vous avez vos sources à côté. La glande pinéale Oui. est une petite glande endocrinienne située au centre du cerveau, entre les deux hémisphères, près du troisième ventricule. Elle joue un rôle important dans la régulation de divers processus biologiques. Euh, alors, production de mélatonine, une hormone qui régule le cycle de sommeil et d'éveil, les rythmes biologiques, donc les rythmes circadiens, donc encore le sommeil. Il y a une implication dans le vieillissement, donc l'humeur et la dépression. Il y a d'autres fonctions potentielles, mais là, on voit la neuroscience nous a donné là, un peu c'est quoi la fonction de la glande pinéale, mais c'est pas ce que Descartes pensait. C'est pas le lieu où réside la conscience. Et il y a aujourd'hui, il y a toutes sortes de théories sur la conscience qui essaient d'identifier un noyau, justement les quartiers généraux, où, d'une certaine manière, là, toute l'information se, arriverait ou convergerait vers ce point-là. Et dans ce point-là, il y aurait une représentation du monde. Et cette représentation-là du monde serait comme dans notre, euh, projetée dans notre expérience. Et donc, où toutes les parties viendraient se coller ensemble pour créer notre expérience du monde. Mais c'est pas ça. Il y a pas de tel lieu. Il y en a, il y a des scientifiques qui essayent toujours de trouver ce lieu-là. Ils vont dire, mais c'est quand ils vont parler de réseau. Mettons, ils vont pas dire c'est une aire, un endroit spécifique du cerveau, mais c'est un réseau un réseau large, quand il est activé, ce réseau-là, euh, on peut parler de conscience. Un peu comme en Mais mathématiques, la totalité est plus grande que la somme des parties. C'est ça ce que Mhm. tu veux dire? C'est l'interaction de toutes les neurones qui forment un réseau et de ce réseau émerge la conscience. voilà, mais oui, d'une certaine manière, mais qu'est-ce qu'on veut dire par Je veux dire, émerge la conscience? tu peux pas prendre un neurone ou une synapse et de là dire, ah, ben là, ici, j'ai la pensée j'ai tel souvenir, par exemple, ou bien j'ai la pensée de vouloir manger ou je sais pas quoi. Non, c'est l'interaction de tout un système et au final, il n'y a pas vraiment comment dirais-je, de point de départ, de point de fin. C'est un réseau, une boucle, tu vois. Et cette Mhm. interconnexion. Ça, c'est tout à fait la position de Dennett, que c'est le Et système rétroactive, en c'est ça. entier. Avec ton corps, avec l'environnement, avec tes perceptions, avec tes sensations internes, avec les différents sens, enfin beaucoup de choses qui jouent. Je pense que là-dessus, tu pourras mieux développer que moi sur les hormones, etc., et toute l'activité biochimique qui fait en sorte qu'on peut pas juste dire, ah ben, la conscience est dans le cortex préfrontal. Ah, c'est au niveau du cœur. Ah, c'est au niveau du système nerveux périphérique. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est plus complexe que cela, en fait. Exactement, c'est ça. C'est vraiment faut considérer le système en entier qui produit la conscience. Parce que, en fait, il nous met en garde contre le problème de l'homoncule. Ça, c'est un grand problème. Un programme de régression à l'infini. C'est que si on a un lieu dans le cerveau où toute l'information converge et où c'est là que se produit l'expérience consciente, mais on n'a pas expliqué l'expérience consciente parce qu'il faudrait un petit personnage, un petit bonhomme à l'intérieur dans ce lieu-là pour faire l'expérience de toute cette information-là qui converge. Donc, on voit, c'est le problème de l'homoncule, c'est de dire, il faudrait quelque chose ou quelqu'un au centre, à ce point-là, dans les quartiers généraux, pour prendre toute l'information puis être conscient du monde. Donc là, il y a comme un problème de régression à l'infini. S'il faut toujours stipuler l'existence d'un un homoncule, d'un petit personnage comme ça au centre qui peut comprendre le monde, ben, on a un problème.
C'est pas une explication en soi. Mais c'est souvent c'est ça qu'on pense qui se produit. C'est notre réflexe, c'est de penser, on accumule l'information à travers nos sens, l'information monte dans, dans nos nerfs, arrive au système nerveux central, et là se construit une représentation du monde qui est comme projetée pour que quelqu'un dans notre cerveau l'observe, pour que quelqu'un dans notre cerveau ait l'expérience de ces choses-là. Mais maintenant, Oui. cette vision-là est complète, elle est renversée en neurosciences avec justement l'idée. On se rapproche un peu d'un idéalisme, mais l'idée selon laquelle on ne fait pas juste accumuler de l'information de l'environnement à notre cerveau pour reconstruire une représentation interne du monde, mais on est aussi activement en train de nous-mêmes projeter des attentes, projeter des prédictions de ce qu'on attend du monde, et ça forge activement notre réalité. Donc, c'est pas juste une construction passive d'une représentation interne du monde, il y a aussi une construction active, c'est-à-dire que nous, par nos attentes, par nos idées, nos connaissances, nos expériences de vie, eh bien, on projette dans l'environnement aussi, euh, euh, on projette voilà, des prédictions qui finalement qui matérialisent la conscience. Tu sais. Un peu Donc, comme un filtre. On vient colorer notre expérience du monde par nos préjugés, par nos idées acquises, Nos nos croyances. croyances limitantes, etc., qui viennent nous donner une certaine coloration, en fait, sur notre expérience du monde. Puis, exactement, exactement. puis j'allais aussi te relancer sur un point. Tu sais, je me rappelle dans mes cours justement sur Descartes, où est-ce qu'il avait ces échanges épistolaires, donc avec les autres penseurs, enfin d'autres philosophes de son époque, où est-ce que justement il contestait son idée selon laquelle il y aurait un certain ancrage matériel à la conscience, parce que le problème revenait toujours au fait de la nature ontologique de la conscience et du corps. Si corps est étendu et divisible, a donc une certaine spatialité, une certaine temporalité, la conscience, bien c'est le contraire, elle est indivisible, elle est inétendue. Comment est-ce qu'on pourrait la situer dans l'espace-temps et lui donner une certaine matière, lui attribuer une certaine matière? C'est donc qu'on est en train de lui donner les attributs du corps. Et donc, conscience n'est plus conscience, elle devient corporalité, elle devient comme un phénomène, une chose matérielle, tu vois. Et puis, au final, tout le problème, je pense, de la philosophie entre idéaliste et matérialiste relève de rejoindre les deux. C'est-à-dire, comment expliquer que oui, on sait qu'il y a un corps, oui, on sait qu'on a une expérience de la conscience, avec des idées, des souvenirs, etc. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire le pont entre les deux? Et là, on a toutes sortes d'avenues là-dessus. Bon, toi, tu as parlé de celle de Daniel Dennett, mais il y en avait aussi d'autres pour expliquer euh, comment on peut faire le lien entre les deux. Mais je vais laisser Lénie parler parce que je pense qu'il vous laisser te poser aussi une autre question qui va enchaîner sur ce Oui. sujet. Mais Oui. tout à fait, c'est tout à fait vrai. Puis je pense, juste avant que Lenny t'enchaîne, la question de l'indivisibilité puis la divisibilité, ça c'était très intéressant parce que, encore une fois, quand on définit notre objet d'investigation, qui est la conscience, on a tendance à en faire un objet indivisible à étudier. Mais quand on s'y penche réellement, on se rend bien compte que la conscience, c'est pas un objet indivisible, c'est divisible, c'est bien des affaires qu'il faut expliquer individuellement pour après ça arriver à ce tout-là. Et c'est pas si évident que ça qu'on a l'expérience d'une chose distincte qui est la conscience. Moi, quand je me penche sur mon expérience, là, ce que je me rends compte, c'est que il y a des sensations qui se suivent de perceptions, qui se suivent d'idées, parfois de manière très décousue, pas de manière linéaire. Et c'est pas vrai que l'expérience de quelque chose d'unifié et d'unique. J'ai l'expérience j'ai une expérience très, très décomposée. On peut la décortiquer. Et donc, notre objet d'investigation, la conscience, il faut le diviser pour rendre le problème, pour pouvoir attaquer le problème, il faut le diviser. Donc, oui, tout à fait. Et avec ceci, avec ce commentaire, j'ai juste mentionné qu'on ajoutera dans la description le problème de régression à l'infini, parce que malheureusement, je vois que le temps passe et on va juste passer à la question suivante pour nos auditeurs. Comment des processus physiques dans le cerveau peuvent produire une chose qui nous semble immatérielle, telle que l'expérience de la conscience? Donc, quand on se référait, tu sais, à où résidait la conscience dans le cerveau, comment est-ce que Ça- ces processus physiques peuvent se mettre en place? ouais. Alors ça c'est ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Euh,
C'est David Chalmers, c'est pour ceux qui veulent approfondir sur cette question-là, qui a posé ce problème-là. Et donc, pour lui, le grand problème, c'est comment est-ce que des processus physiques dans le cerveau peuvent produire l'expérience phénoménale, l'expérience de la conscience. Et en fait, il va le formuler un peu différemment pour rendre la question plus facile à comprendre. Mais comment on est capable de ressentir des choses? Mhm. How can we feel? Et pour lui, il y a ce qu'il appelle un fossé explicatif. Donc, et c'est comprenable. Comme on parle d'entités qui sont distinctes, comme on définit le problème comme d'emblée en parlant d'un corps matériel et d'un esprit immatériel, il y a en effet quelque chose comme un fossé explicatif. Parce qu'on essaye de rattacher ensemble des choses, des entités qui ne sont pas du même ordre. Une d'un ordre métaphysique, puis l'autre d'un ordre physique. Donc, dans la manière dont on pose la question, il y a un fossé explicatif qui se crée. Mais c'est intéressant que David Chalmers contraste cette question-là, qui appelle the hard question, the hard problem of consciousness, avec ce qu'il appelle the easy problems of consciousness, les problèmes faciles. Pour lui, les problèmes faciles de la conscience, c'est les problèmes traditionnels de la neuroscience et de la cognition. Donc, comment est-ce qu'on explique la mémoire, comment on explique l'attention, comment on explique la perception visuelle à partir des processus du cerveau. Mais constatez que lui il distingue ces deux questions et qu'en faisant ça, c'est comme s'il parlait de la conscience comme d'un objet indivisible et de la cognition, c'est-à-dire des fonctions cognitives comme la mémoire et l'attention, comme de choses qui sont divisibles, des problèmes qu'on peut attaquer individuellement. Mais pour Daniel Dennett, une fois qu'on aura répondu à tous les problèmes faciles, entre guillemets, parce qu'ils sont très difficiles quand même, parce que la neuroscience est loin d'avoir réussi à expliquer tous ces problèmes, entre guillemets, faciles. Mais quand on y sera parvenu, on aura aussi par le fait même résolu le second problème, qui, pour Dan, est un faux problème, n'est pas la bonne question. Donc, ce qu'il faut attaquer vraiment, c'est les easy problems de la cognition. Et par le fait même, on aurait expliqué la conscience. Donc voilà, tout revient un peu aux définitions. Comment est-ce qu'on définit la conscience et comment est-ce qu'on définit nos problèmes? Dans ce cas-là, la réalisation qu'on fait, c'est que plus on parle de la conscience, plus on se rend compte que on parle de diverses choses et non d'une seule et unique chose. Sauf qu'il y a bien une chose quand même qui tient tout ensemble, c'est notre notion du soi. Ça va peut-être nous amener à nos prochaines questions. Mais s'il y a Mhm. bien une chose qu'on on est tous d'accord, c'est que pour être conscient, il faut que ça parte, que c'est difficile de s'imaginer une conscience sans s'imaginer un point de vue ou une perspective. Comment est-ce qu'on serait conscient si ce n'était pas je qui étais conscient? Donc c'est vraiment, c'est souvent pour ça je pense que le soi a beaucoup à voir là-dedans. Mais pour Daniel Dennett, le soi, ça fait partie des easy problems, entre guillemets, parce qu'il est très difficile, mais qu'il faut le décortiquer aussi en nos différentes capacités sociales, ce qui nous permet la manière dont on conçoit les autres et soi-même et comment on interagit dans la socialité, l'humain qui est une espèce extrêmement sociale avec le langage et tout. Donc, tous ces problèmes-là, c'est entre guillemets easy problem, vont beaucoup aider la question du hard problem of consciousness. Bah Donc, pour justement, toi, oui, oui. vas-y, Lenny, vas-y, vas-y. Bah, je pense que je vais te laisser parler, commenter d'abord Nazim avant de passer à la question suivante parce que je voyais que Maximilien, tu répondais peut-être un peu à le lien entre la conscience et le soi. Oui, Mhm. c'est ça justement que j'allais dire. Donc, tu es en train de répondre justement à cela. Donc, pour toi,
le problème, le hard problem de la conscience, problème difficile de la conscience, euh, il est relié aussi à la question du soi, en fait. C'est qu'aussi, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on définit comme étant une conscience, qu'est-ce qu'on définit comme étant un soi. Est-ce qu'on peut parler de conscience collective? Est-ce qu'on peut parler de conscience individuelle? Euh, Puis j'allais juste aussi te commenter aussi sur une chose, c'est que on parle, tu vois, du problème aussi euh, entre la conscience et la matérialité, comment ça se fait qu'on arrive à avoir des expériences dites phénoménales. Donc, je ne sais pas si tu veux préciser là-dessus, sinon je peux aussi le faire. Je pense que c'était Kant qui fait une section entre les numènes et les phénomènes. Donc, les Oui, numènes vas-y. sont ouais, Oui, donc les vas-y, vas-y. numènes sont ces choses-là qui ne relèvent pas euh, ces entités-là qui ne relèvent pas de mon esprit, si je simplifie, hein, bien sûr, et les phénomènes sont ces expériences ou ces entités, ces choses qui relèvent de mon esprit. Donc, justement, le point où ce que j'allais aller, c'est que derrière toutes ces questions-là, comment est-ce que ça se fait qu'on a une expérience immatérielle ou dite qui relève de la conscience? Euh, ça renvoie, c'est un autre problème plus empirique. Ça, c'était Hilary Putnam, justement, qui avançait ce problème euh, où est-ce que, imaginons on reçoit des cerveaux dans une cuve, toutes les informations que l'on reçoit, euh, qu'elle soit d'ordre matériel ou pas, euh, on n'est pas en mesure de se prononcer sur le problème de la conscience parce qu'au final, on est limité par notre état. On n'est pas en mesure de savoir si l'information que l'on a du monde, est-ce qu'en fait tout ça, ce n'est qu'une illusion? Est-ce qu'au final, on s'imagine être dans un corps alors qu'on n'en aurait pas du tout et qu'on serait juste des esprits dans un monde intemporel, mais la matrice, si on veut, ou le système derrière qui contrôle cela, nous donne une expérience de temporalité. Et ça, là-dessus, justement, tu vois, Emmanuel Kant, il disait comme quoi, est-ce qu'il y a deux niveaux de réalité? Il y aurait un niveau empirique, donc qui relève des sens, des perceptions, et il y aura un niveau plus transcendantal. Et il disait que parmi les forces de l'esprit, il y a justement cette force-là de temporalité et de spatialité. C'est-à-dire de donner à notre expérience euh, une certaine dimension temporelle, où est-ce qu'on doit disposer les choses dans un ordre de temps. Le temps 1, le temps 2, le temps 3, lundi, mardi, mercredi, et ainsi de suite. Et que c'est ça ce qui permet de donner un sens à toutes ces expériences-là. Donc là, ouais, je suis peut-être passé un peu dans tous les sens. J'ai parlé de plusieurs choses. Je ne sais pas ce sur quoi tu veux commenter, Maximilien, mais c'était juste pour dire que derrière toutes ces questions-là du problème de la conscience, il y a aussi des problèmes d'ordre épistémologique et d'ordre empirique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut savoir que derrière tout ça, ben, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est juste une illusion? Ça n'en est pas une. Fait que- Alors, je commence juste par la question du temps. Par exemple, ça, c'est un autre exemple, le temps puis la spatialité. Euh, on peut, c'est une bonne manière encore de décomposer le problème, de diviser le problème de la conscience. Ça, c'est d'autres choses qu'on doit expliquer. Notre perception du temps, par exemple. Notre cerveau est supposé produire ça. Ou en fait, c'est-à-dire, il y a un autre problème philosophique qui est est-ce qu'il y a un temps réel, un temps objectif, ou est-ce que c'est toujours un temps subjectif? Mais, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon expérience, le temps ne passe pas de manière égale tout le temps. Des fois, le temps passe plus vite, des fois, le temps passe plus lentement. Mais Tu fais référence au temps psychologique, là, oui, c'est ça, le temps psychologique, c'est ça. à pas confondre avec le temps matériel ou physique. Voilà, par exemple, c'est ça. Et, et donc, ça, ce n'est une des choses qu'il faut expliquer. Parce qu'on est conscient du temps qui passe, si on est conscient du temps qui passe plus ou moins vite, et on est aussi conscient, par exemple, de notre espace. Donc, ça, ce sont, je crois bien que ce sont des exemples de problèmes, entre guillemets, faciles, les easy problems, mais qui, en somme, quand on les comprendra tous individuellement, ces problèmes-là, eh bien, ça va enrichir grandement notre compréhension de la conscience. Puis, finalement, on va avoir, selon Dan Dennett, on va avoir euh, résolu ce fameux fossé explicatif. On va avoir, on parlera plus de fossé explicatif. On va avoir une bonne explication de la conscience. Donc, ce sont des exemples d'autres problèmes sur lesquels les neuroscientifiques peuvent se pencher.
Si tu me permets, Maximilien, je veux juste faire une petite parenthèse. Donc, tantôt, j'ai fait référence à Hilary Putnam puis à l'expérience des cerveaux dans une cuve. Si pour certains de nos auditeurs, c'est pas très évident. En gros, le problème qu'il pose Putnam sur la question de la vérité et de la provenance de l'information, il imagine une expérience dans laquelle il y aura un savant fou. Ce savant fou vous kidnappe, il vous enferme dans une pièce. Il a une technologie beaucoup plus avancée que celle de notre époque et il parvient à détacher votre cerveau et tout votre système cognitif de, du corps. Admettons qu'ils sont en mesure de le faire, hein, bien sûr. On prend pour acquis que tout le système nerveux périphérique, etc., est fonctionnel ou est en bon état, mais détaché de tout le reste, de nos organes, notre squelette, etc. Et il branche des câbles et tout, des réseaux électriques, des hormones et tout ça dans une cuve. Il alimente notre cerveau de façon à ce qu'il puisse être nourri et tout, et garder en vie. Comment pouvons-nous savoir que les informations qui nous sont parvenues de l'extérieur euh, nous donnent une expérience du monde tel qu'on le conçoit, dans une certaine matérialité, et non dans une certaine stricte euh, expérience, comment dire, de la pensée idéaliste? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Maximilien. Mhm. Oui, c'est ça. Donc, si en effet ce cerveau dans la cuve avait une expérience riche du monde, de la spatialité, du temps, là, il faudrait bien adopter une perspective idéaliste, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui produit, en fait, la réalité est essentiellement constituée par notre esprit et non par le monde physique. Puis, franchement, je pense bien que c'est un peu la direction que prend les sciences cognitives, de mettre l'accent sur, sur ce genre de réflexion-là. Mais il y a une forme cette forme de raisonnement-là, c'est-à-dire, euh, oui, en effet, si tu vas jouer avec l'aire visuelle de ton cerveau, ben, on peut te faire imaginer des choses dans ton champ visuel. On peut te faire imaginer des points rouges, de la couleur orange. On peut te faire imaginer la présence d'un démon. Et, et si on va jouer dans une autre ère du cerveau, ben là, tu vas avoir tu vas sentir un chatouillement dans ton bras. Tu vas peut-être sentir du plaisir. Donc, et, et ce n'est pas, il y a rien de ça qui existe à l'extérieur de toi. C'est tout quelque chose qui est produit de l'intérieur. Donc, oui, c'est un peu comme la Matrix aussi, dans le sens que la Matrix, c'est une version moderne, mais moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le film, parce que c'est un peu vrai, on est un peu, en fait, il y a un chercheur là, qui parle de ça en ce moment, je me souviens pas de son nom, mais il dit que l'expérience du monde, c'est comme une hallucination stable. On est constamment en train d'halluciner, mais c'est stable. Oui, je crois avoir vu aussi ce chercheur qui mentionnait ça dans une conférence TED Ouais, Talk, c'est je pense. Anil Seth. Anil Ouais, Seth. ouais. Euh, Mais tu, donc ouais, c'est une bonne expérience de pensée et clairement, et ça pointe dans la direction d'une expérience comme ça ou d'une conception des choses plutôt de manière idéaliste. C'est-à-dire que ce qui existe réellement, c'est ce que notre subjectivité produit. Et ce qui existe réellement tout à pour nous, fait. c'est... Et, Ouais. et tu sais à quoi ça me fait penser? C'était la pensée de Nietzsche. Je sais plus, je pense que c'était dans Vérité et mensonge, ou bien Par-delà le bien et le mal. Je me souviens plus de la référence exacte, mais dans l'un de ses ouvrages, justement, il mentionnait comme quoi ce que, au final, la vérité est une chose inaccessible. On vit en permanence dans l'illusion. Notre conception du monde, notre représentation du monde n'est que partielle, n'est que fragmentaire, ou elle est du moins biaisée par toutes sortes de barrières de filtres qui font en sorte que la vérité fondamentale, c'est-à-dire la métaphysique, la réalité la plus profonde et initiale, euh, elle restera toujours sur un point inaccessible. Et juste pour revenir pour nos auditeurs, une définition de la métaphysique, parce que depuis tantôt, on parle de plusieurs concepts et de plusieurs termes philosophiques qui sont peut-être pas évidents pour tous. Donc, la métaphysique est l'une des trois grandes branches de la philosophie avec l'épistémologie et l'éthique. Donc, la métaphysique, elle, c'est la théorie, en tout cas, c'est la recherche sur la nature profonde du monde. Donc, qu'est-ce que dit la métaphysique? C'est justement si je prends une orange et que je retire sa pelure, je vais trouver quelque chose en dessous.
et je peux continuer à creuser pour retrouver des niveaux d'explication de plus en plus profonds. D'abord dire, c'est un fruit, donc c'est un objet comestible. Ensuite, je peux dire, ah ben non, c'est plus que ça, c'est des molécules, c'est de la chimie, il y a des nutriments dedans. Plus loin encore, c'est de la physique, donc c'est des atomes. Plus loin encore, c'est des qualia. Et au fur et à mesure qu'on creuse, un peu comme des couches dans un oignon, on tombe dans des niveaux de réalité de plus en plus profondes. Et ce que dit la métaphysique, c'est que si certaines couches de réalité sont fausses, il doit bien avoir une originelle sur laquelle repose la réalité, parce qu'on ne peut pas nier le fait que le monde existe. Tu vois? Euh, donc bon, ça c'était juste une petite parenthèse pour une petite explication sur qu'est-ce que la métaphysique et la recherche en métaphysique. Mais je pense qu'on va enchaîner avec la question suivante. Euh, donc je te laisse la parole, Lénie, là-dessus. Merci Nazim. Bah, vous avez parlé plus tôt également, et puis même qu'on a parlé au début de la discussion, comme quoi on ressentait une certaine force parfois dans certaines expériences qui pouvaient nous paraître plus grandes que nous et qui nous dépassent. Est-ce que la conscience pourrait être régie par les lois de la nature et par un certain déterminisme? Mhm. Alors, si on est naturaliste, généralement, c'est aussi qu'on est un déterministe, qu'on croit au déterminisme. Donc, il faut bien que la conscience s'insère dans ce cadre déterministe. Ce que ça veut dire, et là, si on regarde les études qui ont été faites récemment, et ça va peut-être en surprendre quelques-uns, on peut savoir que tu vas poser un certain geste, un certain mouvement, avant même que tu aies l'intention de poser ce geste-là, seulement en regardant ton cerveau avec une imagerie médicale, une imagerie, ce qu'on appelle un fMRI. Ouais, une imagerie à résonance magnétique. Voilà, imagerie à résonance magnétique. Et ça, c'est fascinant. On peut voir qu'il y a de l'activité dans les zones prémotrices de ton cerveau et motrices avant même que le sujet rapporte qu'il a eu l'intention de bouger son bras. Et souvent, alors quand ces expériences-là ont été menées, évidemment, les sujets, les patients, les sujets étaient, ils en revenaient pas. Ils en revenaient pas que l'expérimenteur puisse dire avant même qu'il a l'intention de bouger, qu'effectivement, il va avoir l'intention de bouger. Donc, et certains, après ça, évidemment, ça nous amène à des questions sur le libre arbitre, sur notre liberté de poser certains gestes. Et pour certains, ça voulait dire, mais suis-je vraiment l'auteur de cette intention-là? Suis-je vraiment l'auteur de mon geste? Si un scientifique peut, en lisant sa machine, peut dire avant même que je bouge mon bras que je vais avoir l'intention de le bouger. Donc, ça a sérieusement. Donc, voilà, c'est là où le problème du déterminisme en amène un autre, c'est celui du libre arbitre. Et je pense que c'est là où c'est difficile de voir la compatibilité entre la conscience et le déterminisme. Ce serait, parce qu'il y a une chose qui est centrale à la conscience, c'est notre sens qu'on a le libre arbitre, notre sens qu'on peut initier un geste, qu'on peut initier, qu'on peut entreprendre une certaine démarche pour accomplir un but et que tout ça, ça provient de nous et que c'est nous qui sommes au poste de contrôle. Et le déterminisme, a priori, ça semble incompatible avec cette idée-là. C'est Mais, ça, comme si on n'était ouais, pas juste la roche inanimée. Ouais, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je veux dire, c'est comme si ouais, on était plus que juste la table, la chaise, l'arbre, comment dire, ou la roche, la terre, qui sont affectés par les lois de la nature, par la gravité, par les lois de la thermodynamie, etc. Et que nous, on aurait quelque chose de plus, comme tu disais, quelqu'un qui sera au poste de contrôle, qui aurait une certaine identité, un certain soi, un certain ego, et qui se outrepasserait tout cela. Et ça me fait penser à ce qu'il disait justement Spinoza là-dessus. L'homme se prend pour un empire dans un empire. C'est-à-dire qu'il y a déjà les lois de la nature, le monde dans le fond, et que dans ce monde, il y aurait une certaine espèce, l'homme, qui se croit lui-même une force de la nature ou une loi de la nature, dans le sens que moi, petit individu, je décide de qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Alors que aujourd'hui en sciences, et si on croit à toutes les différentes disciplines scientifiques, biologie, sociologie, psychologie, etc., on le sait, il y a un certain déterminisme à tous ces niveaux-là, biologique par notre mhm, génome,
sociologique par notre groupe, notre appartenance à un groupe socio-économique, même chose sur le plan psychologique, et qui fait en sorte que ça vient diriger notre comportement. Nous, à Mhm. l'intérieur, on pense que tout ça, à une petite échelle, si tu regardes à la loupe de manière étroite, une chose, une seule action, tu vas dire, ben non, c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui la contrôle. Mais si tu prends un peu de distance, tu remontes à tes ancêtres, à ton histoire génétique, etc., à ton patrimoine génétique, à ton environnement social, à la manière que ta personnalité a évolué, a été construite, mais au final, on voit qu'il n'y a plus de place au libre arbitre, ni sur un Mhm. plan Alors, biologique, ni sur un plan sociologique, ni psychologique, et on peut dire de même pour toutes les autres disciplines. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, Maximilien. ben oui, exactement. C'est très inconfortable de se représenter cette idée-là sur laquelle on n'est pas l'auteur de nos choix. On ne détermine pas notre existence et que c'est plutôt des circonstances génétiques et sociales, culturelles qui nous déterminent. Et jusqu'à un point où même, on peut lire ton activité cérébrale et savoir ce que tu t'apprêtes à faire avant même que tu le fasses. Ça vient vraiment nous perturber. Euh, et comme tu as dit, ouais, c'est bon que tu cites Spinoza. On a tendance à comment dire, se surestimer et penser que l'homme appartient à un autre ordre que celui de la nature. Mais quand on a fait des études comme ça en neurosciences et quand on constate ça, on voit bien que comme les autres animaux et presque comme des roches, nous-mêmes, on est soumis aux lois de la nature et on est déterminé. Mais par contre, j'aimerais qu'on parle de Daniel Dennett parce qu'il a une très, très belle perspective là-dessus, une très bonne idée. Et je vous avais dit au début que souvent, il y avait des positions hybrides, Dan Dennett. Ça, c'est justement pour le libre arbitre, c'est probablement une de ses plus connues, une de ses positions hybrides les plus connues, qui n'est pas si facile à comprendre, mais je vais essayer de vous la décrire. C'est une position compatibiliste, de compatibilité entre le déterminisme, le hard determinism, le déterminisme voilà, biologique et social, Mhm. et le libre arbitre. Et pour Dan, il dit, tu sais, parce qu'on n'est quand même pas autant déterminé qu'une roche ou qu'un escargot, qu'un insecte. On est quand même plus libre que ça. Donc, ce dont il va parler, c'est plutôt que de parler du libre arbitre, c'est-à-dire d'une liberté qui, dont- qui vaut même pas la peine d'avoir. C'est-à-dire ce genre de liberté où peu importe si toutes les choses du monde convergent vers un certain geste que tu vas poser, peu importe que toute l'information que tu as reçue des sens, toute ta structure biologique, tes expériences culturelles, que tout ça converge vers le fait que tu bouges ton bras à droite ou que tu dises telle chose, que toi, tu as la liberté de faire absolument autrement. Ça n'a aucun sens. Si tout converge, l'information que tu peux accumuler converge vers une seule et unique direction, une seule et unique décision, et qu'on dit que le libre arbitre, ce serait de pouvoir dévier de cette direction-là, de prendre une décision complètement différente. Et là, on parle presque de la magie, d'aller complètement à l'encontre des lois de la nature. Alors ça, il dit, ce genre de libre arbitre-là, là, vraiment, ça vaut même pas la peine d'avoir ça. Il dit, il dit en fait que c'est presque absurde que c'est absurde de parler d'une telle liberté absolue, de pouvoir aller à l'encontre des lois de la nature, même quand tout indique que ça devrait être le prochain événement. Tout indique que voilà, ça devrait être l'effet à la cause. Lui, il Dans va ton point plutôt de vue, parler, il va. Ouais, vas-y, on oui, continue, ouais. j'allais juste te dire, en fait, pour toi, ça revient d'une force supranaturelle qui ne s'inscrit pas dans le schéma ou dans l'explication euh, aujourd'hui scientifique matérialiste et qu'à un certain point, aujourd'hui, le matérialisme s'est ancré dans une vision de l'espace et du temps, puis en même temps, ça nous amènera au sujet suivant sur la relation entre conscience et espace-temps, où est-ce que
dans le fond, le passé et le futur sont reliés et que ce qui fait le lien entre les deux, c'est justement le rapport causal. Oui, Une voilà. cause qui, en- qui enchaîne, qui crée une conséquence. Je tape du poing sur le mur, un son va en émerger, que toi, ensuite ça, tu vas entendre. Et si je n'avais pas tapé du poing sur le mur, tu ne l'aurais pas entendu, donc tu ne m'aurais pas appelé. Tu vois, donc c'est une succession d'événements qui, nous, de notre perspective, on veut les lier pour donner un certain sens aux choses. Je me rappelle aussi que David Hume, il remettait ça en question. Lui, il avait une approche beaucoup plus sceptique. Euh, sur la philosophie et sur toutes sortes de questions de la philosophie, ou est-ce que pour lui, le rapport causal est éphémère, ou du moins c'est juste une invention de l'homme, dans le sens qu'on peut faire sans le rapport causal. Qu'est-ce qui nous dit qu'à chaque fois que, euh, à chaque matin, le soleil va se lever? De ce qu'il nous dit, c'est la répétition. C'est justement parce qu'on l'a vu un certain nombre de fois, on se dit la fois suivante, ça va être encore la même chose. Si encore maintenant, je tourne la poignée de la porte et j'attire vers moi, la porte va s'ouvrir. Je sais pas si Oui, tu vois ce que je veux dire. oui, oui, c'est ça. Là, Hume, peut-être qu'on est parti sur une autre conception de la causalité qui est très intéressante, mais si on pouvait juste revenir un peu avant Oui, ouais. sur le genre de définition du libre arbitre qu'il faut éviter. Alors pour Dan, le genre de définition qu'il faut éviter, c'est ce genre de libre arbitre absolu là, dont on vient de parler, où on pourrait, même à partir du passé, de tout ce qu'on sait du passé, et donc des conséquences nécessaires de ce passé sur le futur, prendre une direction complètement différente. Que le futur aille Mm. dans une direction complètement différente à ce que tout le passé indique. Ça, il dit, ça n'a pas de sens. Mais il faut quand même, on croit quand même qu'on a le libre arbitre. C'est important de penser qu'on a le libre arbitre. Donc, il faut redéfinir un peu ce qu'on veut dire. Et lui, il fait un parallèle avec un concept très important en ingénierie, les degrees of freedom ou les degrés de liberté. Et quand on parle de degrés de liberté en ingénierie, par exemple, on va donner un exemple. Tu sais, ça peut être le nombre pas d'engrenages, mais de leviers sur une machine. Donc, une machine qui contient juste un ou deux leviers, mais elle a un ou deux degrés de liberté. Mais plus une machine a de leviers, d'engrenages, de capacité de plier, de se déplacer, voilà, cette machine-là a des degrés de liberté et donc elle peut se retrouver dans toutes sortes de configurations différentes. Mais, et c'est ça, et donc c'est ça le parallèle que Dennett fait qui est super bon, à mon avis. Moi, je suis complètement séduit par cette idée-là, que l'humain, notre cerveau, nous permet une quantité de degrés de liberté énorme. Et si on compare avec les autres animaux et on compare avec une roche, alors déjà, entre la roche et un animal, il y a une différence de degré de liberté. La roche, quand tu la lances, eh bien, elle va être complètement à la merci des lois de la nature. Alors que un oiseau, par exemple, quand tu le lances, ben, il va pouvoir s'envoler, par exemple. Voilà, déjà, il y a cette possibilité-là. Dans son design, sa configuration, il y a cette possibilité-là. Et nous, l'humain, eh bien, nous, on a des possibilités qui ont été euh, exponentielles, qui ont explosé, entre autres à cause de la culture, du langage, du fait qu'on puisse se transmettre du savoir et du fait qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Donc, nous, on a vraiment des degrés de liberté, un degré de liberté presque infini. Et c'est ça qui est le genre de liberté ou de libre arbitre qui vaut la peine ou qui est Mm, important d'être exploré, ouais, ou qui compte vraiment. Donc, nous, quand on dit qu'on est mm. libre, on est libre dans ce sens-là, dans le sens où il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être choisies. Il y a- quand tu me dis une idée, ben, quand tu me dis quelque chose, ça m'évoque cette idée-là, ça stimule mon imagination, ça fait que je porte attention à ci, à ça. Je fais plein de choses, il y a plein de fonctions qui deviennent en ligne quand tu me poses une question. Et donc, le chemin peut aller dans mille et une directions. Le chemin causal peut aller dans mille et une directions. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre notre libre arbitre, que c'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qui, comme on a une panoplie de possibilités, on est plus libre pour cette raison-là. Puis c'est pour ça qu'un esprit qui est exposé à beaucoup de connaissances et de savoir, qui a augmenté justement ces possibilités-là,
est plus libre qu'un autre esprit, même au sein des humains. On est plus libre qu'un chat et qu'un chien, mais deux personnes aussi humaines peuvent être plus ou moins libres en fonction de leur degré de liberté, en fonction de ce qu'ils sont capables de faire avec leur corps, par exemple, mais aussi ce qu'ils sont capables de faire avec leur esprit, ce qu'ils ont appris à cause de la culture. Donc, pour moi, c'est vraiment une idée. Je suis complètement séduit par cette idée-là de Hmm. Dennett. Et justement, ça me faisait penser à quelque chose aussi que Lenny, tu m'avais dit il y a quelques temps en arrière. Bon, là, maintenant, Maximilien se fait beaucoup référence à un niveau de réalité empirique, mais si on remonte à un niveau métaphysique, le fait est que hier est hier et reste inchangé, et que demain deviendra hier du moment qui sera passé, et que du coup, il existe un ce sens à l'histoire, dans le sens que si moi, demain, je sais pas, je dois me rendre au travail et que je manque l'autobus, je peux pas simultanément avoir manqué l'autobus et l'avoir attrapé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour notre monde à nous, notre dimension, il existe une seule réalité dans laquelle on a fait ce balado, on a enregistré cet épisode. Est-ce que dans un autre monde, on ne l'aurait pas enregistré ou on l'aurait enregistré mais qu'une autre personne ou à une autre date, à un autre moment, au lieu que ce soit le troisième épisode, ce serait le deuxième? Tu sais, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Puis justement, Léni, tu m'avais amené cette idée-là, où est-ce qu'il existe une pluralité de mondes à chaque instant de l'univers, à chaque endroit, dans chaque atome, il existe une réalité et que nous, en fait, tout ce que l'on fait, c'est naviguer entre les mondes possibles. C'est ça? Ouais, c'était ça l'idée que nous, on peut expérimenter, et c'est un peu ce que la science et surtout les mathématiques commencent à supporter, et les scientifiques ont commencé à découvrir, c'est que bah, nous, ce qu'on peut expérimenter à l'heure actuelle, c'est le temps. D'un certain point, en fait, on est un peu comme des voyageurs dans le temps, mais on l'expérimente d'une façon linéaire. C'est comme tu l'as mentionné, le futur deviendra le présent, puis le présent deviendra le passé, à chaque instant. Mais il existe effectivement, et c'est ce que les mathématiques commencent à supporter, où le temps, bah, par exemple, je vais donner peut-être plus un exemple qui est un peu plus concret, c'est quand on arrive proche du point de singularité, quand on arrive dans un trou noir, où le temps commence à se dilater. C'est-à-dire que le trou noir est tellement dense que la gravité, même de la gravité qu'il produit, même la lumière ne peut pas s'en échapper. Ce qui fait que s'il y a une personne, par exemple, qu'on observe un trou noir et qu'il y a quelqu'un qui prend un vaisseau spatial suffisamment fort, qui commence à rentrer dans le trou noir, Hmm. la personne va Franchir continuer l'horizon des événements. à voyager dans les éléments, mais pour nous, de notre perspective, le vaisseau paraîtra comme figé dans le temps. Alors que pourtant, bah, vu que la lumière ne peut pas refléter les changements qui se passent, pourtant la personne continue à se rapprocher du point de singularité du trou noir. Hmm. Et c'est C'est ce qui ça, explique un peu cette... dès qu'il a Comment? franchi l'horizon des événements, tu veux dire, Ouais, c'est avant ça. même Comme qu'il ça. Alors, parvienne au trou noir. Hmm. exactement. Et c'est pour ça, et ça m'amène justement bah, à la question suivante, ce serait, quelle est la relation entre la conscience et l'espace-temps? Mhm. Mais je crois qu'on y a touché un peu quand Ouais, même plus tôt. on en a quand Euh, même abordé, ouais, tout à fait. mais c'est pour y revenir vite fait, l'idée, ça serait l'idée selon laquelle ben, la différence entre justement le temps subjectif et le temps objectif, entre guillemets. Donc, s'il existe voilà, si c'est plus c'est la conscience ou le cerveau qui produit une expérience du temps qui n'est pas toujours linéaire, qui n'est pas toujours Dépendamment des constante. humeurs. Si je m'ennuie, le temps Voilà. va être très long d'un examen, un cours, je sais pas, un cours de philo, si ça ne nous intéresse pas, par exemple, et que ça dure 3 heures, ça va nous paraître comme si ça en durait 4 ou 5. Mais au contraire, lorsqu'on passe un bon moment avec quelqu'un qu'on aime, par exemple, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, on a passé une semaine avec la personne, mais ça nous a paru comme si c'était même pas une journée. Ouais. C'est ça. Exact. Donc, ça pourrait aussi nous envoyer vers nos deux dernières questions. Donc, tu as quand même touché du doigt à la question, tu sais, des degrés de conscience. Je ne sais pas si tu veux y revenir. La relation, tu sais, entre conscience et le monde animal. Est-ce que pour toi, les animaux ont une certaine forme de conscience? Je pense que, dans le fond, tu disais que oui, si j'en comprends bien. Oui, oui, tout à fait. Plus que la Mais matière, que la roche, moins que les hommes. Mais encore une fois, tu dis pas ça dans un point de vue métaphysique. Pour toi, l'ordre des événements reste le même. Euh, mais le fait que, d'un point de vue empirique, si on redescend d'un niveau de conception, euh, tu dirais que s'il y a des degrés, il y aurait comme des degrés de liberté, les animaux se trouvent dans un niveau intermédiaire.
Et les hommes à un niveau Oui, plus élevé. et c'est ça. Vraiment, Dennett, là, pour beaucoup de problèmes philosophiques, il adopte, c'est ça, une espèce de gradualisme. Gradualisme jusqu'en haut. Les choses. Et ça, ça vient de son influence par probablement le penseur qui est le plus influencé de sa carrière, qui est Darwin. Et c'est vraiment l'idée de la sélection naturelle qui est centrale, l'idée selon laquelle c'est des petits changements, des petites adaptations euh, qui graduellement viennent forger des designs, des espèces qui ont différentes capacités de plus en plus complexes. Et finalement, oui, que ces espèces acquièrent de plus en plus de liberté dans le sens de degrees of freedom par le processus de sélection naturelle. Mais il y a des processus de sélection naturelle, pas juste dans l'évolution biologique. Il y en a partout, même dans les idées. Et c'est là où ça m'amène quand même à faire une distinction. Oui, les animaux sont dans ce stade intermédiaire de conscience, mais l'humain, il y a quelque chose qui s'est passé avec notre espèce qui a accéléré le processus évolutif, qui a accéléré euh, le développement de la conscience de manière exponentielle. Et puis ça, c'est en grande partie attribué au développement du langage et par conséquent, au développement de la culture. Donc, le fait que notre cerveau est devenu apte à Tu fais euh, référence à la en- révolution cognitive d'il y a 70 000 ans, si je ne me trompe pas. L'apparition du feu, puis aussi de toute la communication sapiens parmi toutes les espèces humaines, contrairement à Homo ergatus, Homo habilis, etc., c'est qu'il avait une capacité de communication. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on a réussi à dominer Néandertal. C'est parce que nous, physiquement, on était moins forts que Néandertal. Sur le plan du squelette, ça a été démontré. Je veux dire, on sait que musculairement et sur le plan squelettique, ils sont plus grands, ils sont plus forts que nous. Mais nous, sur le plan de la coopération, l'habilité à communiquer avec autrui, ça nous a permis cette prédominance. Et selon toi, c'est ça aussi ce qui nous a mis un pas de l'avant vers la civilisation et vers un certain niveau de degré de conscience supérieur, individuellement et collectivement. C'est ça? Oui, tout à fait. Je fais exactement référence à cette période-là de notre évolution. Et voilà, c'est parce que la culture nous a donné tellement un avantage, le langage nous a tellement donné un avantage immense. On n'a pas eu besoin, en tant qu'individu, à chaque génération, de devoir réapprendre tout. On pouvait le transmettre. On pouvait le transmettre à son prochain et accumuler donc dans le répertoire culturel toutes sortes d'idées qui nous ont qui nous ont été très utiles. Et je veux dire, l'évolution culturelle, ça a vraiment augmenté nos capacités de manière exponentielle, puis augmenté notre conscience par le fait même. Euh, il y a un processus de sélection naturelle qui se fait même au niveau des idées dans nos cerveaux. C'est-à-dire que les idées qui sont plus utiles, qui nous permettent de faire plus de choses, euh, ont plus de chances de perdurer au fil des générations que des idées qui nous apportent rien. Et donc, on a accumulé, tu vois, dans notre répertoire culturel, des idées qui ont augmenté nos capacités, qui ont augmenté nos fonctions, parce que ces idées-là, dans nos cerveaux, ont comme été soumis à un autre processus de sélection naturelle où les moins bonnes idées sont rejetées et les bonnes idées sont accumulées dans notre répertoire culturel. Et, euh, et graduellement, au fil des générations, mais la culture s'est beaucoup développée. Et aujourd'hui, un cerveau vierge qui naît vierge, un bébé, apprend, peut venir télécharger de la culture, toutes ces idées-là, euh, dès un très jeune âge, qui lui donne un avantage énorme, qui lui donne des degrés de liberté presque infinis et qui, par le fait même aussi, augmente sa conscience, sa capacité à percevoir certaines choses, à comprendre certains phénomènes. Donc vraiment, c'est vraiment le point que je voulais dire, c'est que l'humain a vraiment surpassé
en termes de conscience le monde animal de manière fulgurante par l'apparition du langage, c'est-à-dire l'évolution du langage et de la culture. Oui, puis pour donner quelques points d'information à nos auditeurs, ça, c'est arrivé à partir du moment où est-ce qu'il y a eu, je pense, un tremblement de terre ou une fracture dans les plaques tectoniques dans le sud-est africain. À partir de ce moment-là, toute la savane dans laquelle on vivait s'est retrouvée asséchée parce qu'il y a eu comme une chaîne de montagnes qui est venue bloquer les vents, donc les pluies. Et cet assèchement fait en sorte que nos ancêtres primates ont dû redescendre des arbres. Ils se retrouvent dans un état comme ça de, d'assèchement des sols avec moins de nourriture. On s'est retrouvé de passer d'être quadrupède à bipède. Notre crâne s'est agrandi. Le muscle au niveau de notre mâchoire s'est rétréci, laissant plus de place à un cerveau plus grand. Et où c'est que l'avènement, je pense, était du feu, qui nous a permis de faire une nutrition, une alimentation accélérée. Là où certaines espèces, ça leur prenait des heures et des heures faire la digestion, nous, on l'a raccourci de manière démesurée. Puis on s'est aussi prémuné de certaines maladies ou certaines bactéries, puisque justement, on venait brûler la viande. Euh, et donc, ça facilitait la digestion. Puis, il y a toutes sortes d'autres aspects qui ont fait en sorte que ça nous a élevés au rang, non pas de super prédateur, mais du prédateur ultime finalement. C'est-à-dire Mhm. qu'il n'y a plus rien qui puisse nous dépasser dans notre écosystème, dans notre planète. Mhm. Euh, mais c'était aussi, je pense, l'aspect justement du fait qu'on soit devenu bipède, donc on pouvait voir plus loin nos proies, la communication, les mains également. C'est pas toutes les espèces qui ont une habilité à avoir une certaine agilité, puis avoir une certaine capacité à saisir des objets, Ouais, manier avec des les objets et en opposables. fabriquer. C'est ça. Mhm. Et, et juste pour amener aussi un dernier point d'information là-dessus, tu sais, tantôt tu parlais des degrés de liberté, je suis en train de repenser à cela, ce qui fait que l'homme est une espèce hyper sociale, hyper, comment dirais-je, ancrée dans un ordre social et dans des groupes sociaux. C'est aussi le fait, je pense, que, étant donné qu'on est devenu des êtres bipèdes, les hanches des femmes, euh, eh bien, ont été largement rétrécies par rapport à nos cousins primates, les autres lignées, les autres branches de notre matriarche commune et qui fait en sorte que à la naissance, le crâne, bon, je ne sais pas si vous savez, mais il n'est pas complètement soudé. Il y a une partie supérieure dans le crâne que jusqu'à l'âge de 7 ans va continuer à se souder. Avant ça, il y a comme un trou. Et ce qui fait en sorte que le cerveau n'est pas complètement formé avant la naissance. C'est post-naissance que le cerveau continue à se former. Et puis, ce qui fait en sorte qu'on est d'autant plus susceptible d'être influencé par notre environnement social. La voix de nos parents, l'aspect vestimentaire, la langue parlée, les croyances, etc. C'est ça. Mhm. Ouais, ça c'est ouais, super intéressant. En effet, ça, des changements physiologiques comme ça, il y a aussi, et moi je vais insister là-dessus, le fait que des items culturels s'accumulent dans notre répertoire en tant qu'espèce évoluant, a aussi exercé une pression sur notre cognition. Le fait qu'il existe des items culturels qui nous donnaient un certain avantage quand on était capable de les télécharger, entre guillemets, ou de les comprendre, de les intégrer à notre système de croyances, euh, euh, comme il y avait ces items-là, il fallait, les individus qui étaient capables de les saisir avaient un sérieux avantage sur les autres individus qui n'étaient pas capables. Et c'est pour ça qu'on explique, c'est comme ça qu'on explique à quel point le langage a évolué rapidement. Comment est-ce que finalement on est passé d'une espèce animale qui faisait juste faire euh, crier certains mots, poser certaines questions, Mhm. mais qui parlait pas vraiment, à une espèce qui C'est apprend divisé. qui Ben oui. apprend le langage en une très courte période de temps et qui devient vraiment un maître du langage. C'est que les individus qui pouvaient l'apprendre plus vite avaient un avantage fou sur les individus qui n'étaient pas capables de l'apprendre. Donc, c'est juste pour dire comment la culture, après, est venue exercer une pression sélective sur la cognition. Et vice-versa, la cognition ensuite, qui était augmentée, pouvait produire plus d'items culturels qui, par le fait même, ces items culturels exerçaient davantage de pression sur la cognition. Donc, on peut comprendre comment exponentiellement notre cerveau s'est développé, a évolué voilà, de manière fulgurante, qui fait que c'est pour ça qu'on avait tendance à penser que l'humain était qu'on a tendance à penser que l'humain est un autre et se distingue du règne animal parce que il est si unique. C'est parce on a tellement divergé des autres animaux par
cette espèce d'effet cet effet pas inflationniste, mais cette espèce de chaîne là, de coévolution entre la culture et la cognition, que voilà, nos fonctions ont exponentiellement augmenté là. Oui, puis j'aimerais ça pousser la réflexion un cran plus loin. Donc, ça nous amènerait à la dernière question avant les questions de fin. Euh, donc, si on pousse un autre niveau, tu parlais de l'homme comme étant un stade supérieur au niveau de cette évolution du vivant en termes de conscience, de degré de conscience et de degré de liberté. Que dirais-tu justement sur l'intelligence artificielle? En même temps, ça pourrait Mhm. un peu être un point de départ sur un prochain épisode de Balado avec toi. En tout cas, Lénie, je pense, sera d'accord avec moi. Ça vaudra le coup de réinviter Maximilien. Ouais, ouais. Euh, si tu veux donc te prononcer sur un prochain épisode sur l'intelligence artificielle plus spécifiquement. Mais donc, pour revenir donc à la question que j'allais te poser, c'est comment est-ce que toi tu verrais la relation entre conscience et intelligence artificielle? Est-ce que pour toi, l'intelligence artificielle est une forme de conscience ou est-ce que c'est une tromperie de langage? L'intelligence artificielle ne pourra jamais parvenir à une expérience de conscience. Comment est-ce que toi tu vois la chose? Moi, je pense que théoriquement, donc strictement théoriquement, l'intelligence artificielle, euh, il serait possible qu'elle, qu'on lui programme le genre de software nécessaire pour qu'elle soit consciente. Euh, Par contre, on est loin d'être rendu là. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle qu'on a, elle a des compétences formidables. Elle est très compétente. Elle est capable de reproduire certaines de nos fonctions cognitives, certaines de nos fonctions cognitives individuelles, mais elle est assez limitée dans sa capacité à intégrer à travers différentes fonctions cognitives. Euh, donc, par exemple, l'intelligence artificielle a une bien meilleure mémoire que nous. Elle est capable de... Voilà, je Puissance parle de à chat. calcul aussi. Pardon? Puissance de calcul aussi. Puissance de calcul. Donc, Ouais, Ce c'est sont pas des juste choses de qu'on... stocker de l'information, mais c'est aussi de croiser l'information et d'en tirer une conclusion. oui. OK, je sais que telle voiture se trouve à tel endroit et freine et que tel autre accélère à tel autre endroit. C'est ça le système de Waze. Ils se sont appuyés sur les mouvements des fourmilières. Ils ont mis sur une carte tous les plus, donc tous les endroits où est-ce qu'une voiture accélère, tous les endroits où est-ce qu'une voiture décélère, donc ralentit, les moins. Et à partir de là, trouver c'est quoi le meilleur circuit, le meilleur parcours pour naviguer. Et c'est de là que Google a voulu racheter Waze à cause justement de leur système intelligent sur la navigation routière. C'est par exemple, ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si on peut parler d'IA pour cette compagnie, Lenny. Je ne sais pas si tu peux me confirmer à ce sujet. Est-ce Je que- suis pas sûr à ce niveau-là encore si on peut parler d'intelligence artificielle, mais en tout cas, ils ont quand même des logiciels et des algorithmes très avancés, ça c'est certain. Donc, c'est ça. Donc, Ouais. mais ça revient un peu au sujet. Donc, tu vois, donc, tu parlais, Maximilien, au sujet du fait que l'IA, ou du moins les logiciels de nos jours, parce que si je pense, il y a un effet de langage avec l'emballement de l'IA depuis ces dernières années. On dirait que maintenant, toutes les compagnies sont d'IA, alors que c'est un peu plus du IA washing. Je pense que c'est ça le terme en anglais. En français, ça serait quoi? Ça serait euh, chaque personne essaie de faire de la Ouais, s'accréditer ou se ouais, prendre le terme. C'est ça. s'accréditer ou se prendre le terme, alors que ce qui est beaucoup, en fait, ce qui se font beaucoup, c'est plutôt des grands modèles de langage. C'est pas vraiment encore l'intelligence artificielle en tant que telle. C'est un peu un abus de langage que la C'est ça, société c'est a un fait. abus de langage. Et Ouais. même dans l'IA, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a des niveaux d'IA. Je pense que la dernière fois, on en parlait avec Matane, il y aurait comme une forme d'IA niveau vraiment très éphémère, niveau basique, et il y aurait une IA beaucoup plus supérieure qui, elle, s'élèverait vraiment au rang de conscience, qui fait pas juste des calculs, qui fait pas juste stocker de l'information, elle va carrément penser comme un homme, voire mieux qu'un homme. Je ne sais pas si tu Mhm. voudrais commenter là-dessus, Maximilien. Est-ce que toi, tu verrais ce genre d'entité apparaître un jour ou pour toi, sur un plan théorique, c'est juste invraisemblable, juste impossible qu'un jour, une machine faite de silicone, de puces, de semi-conducteurs parvienne à une expérience immatérielle telle que l'homme la conçoit, telle que l'homme l'expérimente? Moi, je vois pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. C'est un problème. Dans le fond, premièrement, je crois pas que c'est souhaitable qu'on crée des machines qui soient conscientes comme nous, les humains. Parce qu'après, ça poserait toutes sortes de problématiques éthiques et légales. Donc, l'attribution des droits aux machines, Hmm. voilà, comment les considérer sur le plan légal. Euh,
Et puis, après ça, l'autre problème, c'est que l'intelligence artificielle, si elle devient consciente, ben, elle n'est pas biologique. Elle ne meurt pas comme nous. Elle se recharge dans une prise de courant. Puis, Elle se donc, propage dans le web. son rapport à la vie n'est pas le même que nous, qui est un rapport de fragilité. On est des êtres fragiles. On peut mourir à tout instant. Alors qu'une machine qui aurait de l'intelligence, qui serait consciente comme nous, elle serait donc probablement pas animée par les mêmes désirs, les mêmes intentions, les mêmes motifs que nous, étant justement d'une nature différente pour ce qui est de son rapport à la vie. Donc, je crois pas que ce serait souhaitable, mais je pense que ce serait théoriquement possible. Ce qui serait souhaitable, c'est plutôt, comme Daniel Dennett dit dans un de ses tout derniers textes, ce serait de créer de l'intelligence artificielle comme des outils, ou même, tu sais, une intelligence artificielle esclave euh, qui, qu'on utiliserait comme vraiment comme un outil et non comme un collègue. On veut pas créer un collègue, on veut créer un outil. Ça, c'est, ça, c'est une chose importante. Mhm. Euh, Par contre, et le défi, et ce qui revient au hard problem of consciousness dont on a parlé plus tôt, c'est est-ce que ce serait possible d'avoir un jour un robot d'intelligence artificielle qui a des émotions et qui ressent quelque chose, qui ressent des sensations, ou est-ce qu'il y a quelque chose de fondamentalement impossible? Et nous, oublions pas, qu'est-ce qu'on est, nous? On est un robot. On est une forme de robot biologique entièrement composé de matière, Tout de à mes fait. pieds à mon cerveau. Hmm. Alors, Mhm. qu'est-ce Avec le qui nous système nerveux, un retient de système penser, électrique. et d'un système nerveux, et qu'est-ce qui nous retient de penser qu'un robot, un jour, si on l'implémente correctement, ne serait pas en mesure de ressentir des émotions? Donc, au Hmm. niveau de, et là, il y en a qui vont dire, ah, mais peut-être parce que c'est le tissu biologique. Il faudrait que ce soit des cellules, il faudrait pas que ce soit du silicone. Mais encore une fois, ça, Turing a parlé de ça beaucoup et d'autres auteurs, la capacité d'une machine de Turing à être implémentée et réalisée dans différents médiums. On peut on peut créer une machine de Turing dans un médium de silicone, comme on peut le faire dans un médium biologique. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intrinsèque à la matière organique, à la matière biologique, qui euh, euh, produirait les émotions, qui produirait le ressenti, et qu'on ne pourrait, et qui ne serait pas possible avec le silicone, par exemple? A priori, il y a pas de problème, mais c'est ça l'intuition que souvent on a. On se dit, mais s'il n'est pas fait en cellules, s'il n'y a pas de processus chimique, ça, ça ferait pas de conscience. Mais sur quelle base, tu sais, on dit ça? Parce que n'oublions pas, on est nous-mêmes des machines. Donc, pour moi, théoriquement, ce serait possible de créer une machine consciente, mais ce serait pas souhaitable. Mhm. Mhm. C'est des questions et des points vraiment tout à fait intéressants. Puis c'est vrai que ça mériterait vraiment de développer ça, ce sujet, dans un podcast dédié. Donc, Maximilien, vraiment, on serait ravi de te réinviter dans un autre épisode. Ça conclut, je te dirais, le tour d'horizon des questions que nous avions dans ce balado. Donc, on voudrait enchaîner avec quelques questions de la fin qui nous restent. Euh, Si tu avais une ressource à recommander à nos auditeurs, telle qu'un outil, un livre, laquelle recommanderais-tu? Brièvement. Oui, oui. Ben, écoutez, moi, un livre qui m'a introduit à Daniel Dennett, qui est, qui est assez court et facile à lire et qui introduit vraiment aux problèmes philosophiques autour de la conscience, il s'appelle, ce livre-là s'appelle Sweet Dreams, Philosophical Obstacles to a Mhm. Science of Consciousness. Mhm. Et vraiment, il va aller en détail sur les défis qui ont été proposés par d'autres philosophes, la confusion autour du problème de la conscience, le problème du zombie. Donc, on a un peu parlé de ça, là. Ce serait d'une machine qui est capable de faire tout ce que l'humain est capable de faire, mais qui n'aurait pas d'émotion, par exemple. Est-ce que ça existe, ça, un zombie? Euh, donc, je vous recommande vraiment Sweet Dreams, qui est un bon livre introductif à la philosophie de Daniel Dennett. Et ensuite, pour ceux qui veulent vraiment être calés là-dedans, Consciousness Explained, qui est un livre un peu plus difficile, mais qui vaut clairement la peine. Euh, oui, donc voilà, parce que moi, vraiment, c'est un auteur qui a changé,
qui a changé ma vie, qui a changé ma perspective sur beaucoup de choses. Et, euh, et donc, je vous le recommande afin d'augmenter vos degrees of freedom, vos degrés de liberté, Le afin degré de de... la liberté et de l'éveil des consciences. Exactement. Exact. C'est ça. En tout cas, ça serait, j'imagine, de très bonnes lectures, effectivement, à faire pour nos auditeurs. Je dirais, pour comme notre dernière question, pour des dernières questions, est-ce que, tu sais, on a un peu brièvement abordé le sujet de l'intelligence artificielle, évidemment. Est-ce que toi, tu aurais une intelligence artificielle ou un outil d'intelligence artificielle à recommander? Hmm, pas vraiment. Moi, j'utilise ChatGPT quand même, le Oui. modèle de langage. Je l'utilise beaucoup. Maintenant, plus que Google, je trouve Mhm. que parfois c'est plus utile quand j'ai Ouais. une question à poser. Ouais, je vous le recommande, pas pour tricher à vos examens, mais c'est un bon outil c'est un bon outil pour poser des questions et pousser nos réflexions. Tu sais, des fois, je suis en train de composer mon mémoire et, euh, et j'ai besoin d'avoir des intuitions, j'ai besoin de jus un peu. Et donc là, je vais poser des questions à ChatGPT et il me mène souvent sur de bonnes pistes de réflexion sans me donner la réponse. C'est juste qu'il Hmm. m'amène à aller voir tel auteur. Il va me Des dire, ressources, des références, ça. peut-être des définitions de certains termes. Moi, je me souviens, dans mes études en philosophie, je faisais la même chose que toi, mais plus avec Google, parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore ChatGPT qui était apparu, en tout cas pas tel qu'on le conçoit aujourd'hui, euh, la version d'aujourd'hui. Et puis, moi, je me souviens, écoute, j'avais constamment une fenêtre d'ouvert sur mon ordinateur pour la recherche de définition de mots avec un dictionnaire ou, tu sais, pour voir des références, etc. Puis ça enrichit vraiment la rédaction, tu sais, quand tu écris un article ou une dissertation, tout à fait. Oui, c'est ça. Ouais. L'utiliser pour approfondir ses réflexions. Pas nécessairement avoir la réponse toute écrite. On est capable d'écrire, on est capable de composer, Non, puis c'est c'est ça, bien mieux quand exactement, ça vient de exactement. nous. Mais C'est c'est pas penser à alimenter notre nos poche non plus, quoi. réflexions. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis même, on se rend compte que, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, mais tu avais mentionné que Google parfois était moins pertinent dans les résultats. Moi, je trouve personnellement que ça s'est vraiment dégradé avec le temps. Et effectivement, je me retrouve à avoir comme des conversations là, de ChatGPT. J'utilise l'application de bureau qui me permet de pouvoir vocaliser mes pensées plutôt que d'écrire à travers le clavier, où ça devient plus naturel et ça comprend vraiment, vraiment bien, même avec mon accent ce que je lui dis, ça me permet d'avoir des bonnes pistes Mhm. de réflexion et de mieux approfondir ma pensée, effectivement. Mhm. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Mais d'abord, merci les gars pour votre invitation. C'était une belle première expérience et ça me ferait plaisir de revenir si jamais vous continuez de parler et de toucher à ces sujets-là. Et sinon, un mot pour Daniel Dennett. Je l'ai dit un peu tantôt, mais c'est un auteur qui d'abord a influencé mon papa et ensuite m'a beaucoup influencé, entre autres parce que voilà, ce que mon père m'a enseigné, ben, c'était beaucoup des idées de Dennett. Et ensuite, parce que après mes lectures, moi, personnellement, ça, ça a changé ma vie. Ça m'a donné plein de bonnes intuitions, de bons réflexes. Ça a augmenté mes degrés de liberté et ma conscience. Mhm. Mhm. Et voilà, donc je veux juste lui le remercier. Lui qui nous a quittés en avril dernier, que j'aurais beaucoup voulu euh, voir et rencontrer. J'aurais beaucoup voulu échanger avec lui. J'aurais beaucoup voulu être son étudiant. Euh, mais bon, on a la chance d'entendre toujours sa voix à travers ses écrits, ses ouvrages, à travers aussi beaucoup de conférences sur YouTube. Si vous allez voir, il est absolument charmant à entendre. C'est tellement, c'est tellement un bon vulgarisateur. Euh, et, euh, et voilà, donc le remercier et espérer pouvoir lui rendre justice dans mon mémoire. Pas découvrir rien, pas réinventer quoi que ce soit, mais simplement commencer par bien poser le problème de la conscience. Qu'est-ce que Oui, lui c'est que rendre la hommage. conscience? Mhm. Voilà, Lui lui rendre rendre un... hommage en mettant en valeur ses travaux, tout à fait, tout à fait. Mais écoute, Exactement.
On te remercie beaucoup, Maximilien. Puis pour nous aussi, c'est un plaisir de faire cet épisode de balado. Écoute, tu reviens quand tu veux. De toute façon, je pense on s'en était déjà parlé. On va probablement faire un autre épisode, mais cette fois-ci plus tourné sur l'intelligence artificielle. Donc, toute cette discussion sur la conscience, je pense que c'est une très belle introduction sur justement le sujet de l'intelligence artificielle. Donc, on te remercie beaucoup. Ouais, merci à vous, les gars, c'était un plaisir. Merci à toi, Maximilien, puis bah, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Puis on vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de semaine.